Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça fonctionne. On n'a pas pu avoir de répétition et normalement le chat est activé. Ah, Aude, alors, est-ce que vous nous entendez correctement ou pas, Aude? Donc ça a l'air d'être bon. Allez, ça y est. Ouh, mais ouh là, il y a du monde. Ouh là, ouh là, ouh là. Bon, bonsoir à tous. Je suis désolé d'avoir du mal à tout lire. Bienvenue, bienvenue dans ce premier QR, sur notre chaîne. Et on a eu un petit incident technique là. Nous aussi, on est heureux de vous revoir. Voilà. Bon, on a eu un petit incident technique, effectivement. Bon, bref, il y a une préautorisation. Je vous passe les détails. Et du coup, on n'avait pas fait ça à temps. Et c'était notre premier QR. Voilà. Bon, donc, on a un certain nombre de points qu'on veut aborder. Alors, je te laisse peut-être commencer. Alors, le plan au programme, on a quelques explications sur ce nouveau format de vidéo live. Je te laisserai en parler. L'actualité concernant tout ce qui est à venir sur nos activités. Et puis, évidemment, les réponses aux questions. Actuellement, j'en ai une vingtaine. Donc, on va essayer de répondre à toutes les questions. Donc, concernant ce nouveau format, alors déjà pour commencer, voilà, on commence les lives sur cette chaîne et l'objectif, c'est de pouvoir fournir du contenu à destination des gens de la communauté de Sequoia qui apprécient énormément le live de Sequoia que faisait Boris, et puis les patients aussi, et puis tous ceux qui sont intéressés par la médecine métabolique et ce qu'on fait. Actuellement, c'est un live public. On met le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire sur notre mailing list pour nous poser les questions en amont de ce live, et on répond bien sûr en priorité aux questions qui auront été posées par mail. Et puis, dans le futur, il n'est pas complètement sûr que ce live reste public. On verra sur quel format on va continuer. Même dans tous les cas, il y aura des QR qui seront soit ouverts à tous en live, soit peut-être pas à tous pour la partie live, mais de toute façon, qui seront revisionnables derrière. Donc, on va essayer de rediffuser dans la mesure du possible. Bien. Voilà. Alors oui, on est assis, j'ai vu un commentaire, nous sommes assis à deux, c'est peut-être plus simple que de se dandiner debout. Déjà, moi, quand j'étais tout seul, ça bougeait un peu, mais c'est vrai que c'est pas habituel chez nous. Alors, sans plus attendre. Alors, avant les questions, peut-être un petit brin d'actualité, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas publié de vidéo. Donc, là, on recommence sur les lives, mais il y a aussi pas mal de vidéos sur des chaînes connexes. Alors, notamment, une vidéo récente qui est sortie sur la chaîne de biomécanique, que nous vous conseillons de consulter parce que c'est une chaîne vraiment intéressante, où Jérôme fait beaucoup d'interviews, et il a récemment interviewé Boris. Donc, elle est sortie ce lundi, la vidéo sur Alzheimer. Comment avoir facilement Alzheimer? Je ne sais plus comment il attendait le Oui, titre. c'est Jérôme. Ça, c'est Jérôme typique. C'est-à-dire que, en fait, il m'a demandé si je voulais les questions avant. Je lui ai dit, non, je préfère pas à la limite. Sauf que, du coup, il m'a fait le truc à l'envers. C'était gentil, il est très, très sympa, Jérôme. Mais il m'a un peu surpris. Il m'a dit, voilà, alors maintenant, on va voir comment faire pour avoir Alzheimer. Bon, c'est vrai que c'était très intéressant. C'est un exercice où je n'étais pas très habitué, finalement. Et voilà, c'était très bien. Sinon, en termes d'autres vidéos, Alors, je te coupe une seconde. Oui. Parce que là, là, ça Ah oui, pulse, c'est là. toi qui surveilles le chat. Oui, enfin, je fais comme je peux. Donc là, j'ai vu plusieurs choses. Bon, en tout cas, merci à tous et à toutes là pour vos mots très très sympas. Ça fait vraiment plaisir. Oui, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a déjà vu, tu vois, ta vidéo Oui, d'interview. Bon, on nous demande, est-ce que la formation Sequoia est toujours disponible? Non, elle n'est plus disponible, comme on l'avait dit. Enfin, elle est disponible pour ceux qui l'ont achetée, et s'il y a un problème, il faut absolument nous le faire savoir. C'est qu'il y a un problème dans l'inscription, enfin sur la connexion, mais elle est toujours hébergée, donc ça, je l'héberge toujours. En revanche, en ce qui concerne d'autres formations, oui, il y a des formations métaboliques qu'on va en fait thématiser parce qu'il y a beaucoup de demandes sur la thyroïde, donc je vais faire une formation spécifique sur la thyroïde, et on va les faire un peu à deux parce que la thyroïde, je suis très concerné au niveau des patients, mais c'est surtout Florence qui est le plus concernée en tant que patiente aussi, et soignante et patiente. Donc on va faire en binôme sur certaines formations, et donc il y a des formations métabo à venir, mais pas seulement.
Oui, normalement, si tout va bien, une formation keto, alors ça faisait partie de l'actualité. Donc ça nous a été beaucoup demandé, une formation keto pratique sur le fameux KCF Le dont, le vas-y. keto carniflex, on sent la communauté parce qu'en fait, ça, c'était inventé. J'avais inventé ça au début sur Sequoia. Alors certains me disent: «Ah non, non, mais je l'ai entendu avant». Je fais: «Ah bon?» Et donc ça a pris et du coup, à tel point qu'il y a, là, c'est devenu, mais c'est vrai que c'est une certaine logique, ce keto carniflex pour nous, hein. Et voilà. Et donc du coup, le KCF, c'est devenu, quasiment le cri de ralliement. Voilà. Voilà, et la formation, elle a pour but aussi d'être pratique, de savoir, comment acheter, comment faire ses keto snacks et puis, comment aussi, dépasser quand on a un problème. On a eu quelques questions là, d'ailleurs là-dessus. Moi-même, j'ai connu ça personnellement, comment on n'arrive pas à, débloquer la cétogénèse quand elle reste coincée entre 0,7 et 1,3 et qu'on n'arrive pas à décoller plus haut. Comment faire en tout ça? Et puis du coup, ça me permet de faire le lien aussi sur les keto snacks. Donc là, Ah oui. avec Salomé, tu veux en Alors, parler? donc Salomé va sortir une gamme de keto snacks. Je pense que vous êtes au courant, Salomé Sellouk. Et donc là, elle va sortir probablement pour septembre, m'a-t-elle dit, on verra. Calendrier difficile à tenir, c'est un gros boulot. Et donc, elle est partie sur un certain nombre de ce que moi j'appelle des keto snacks, hein. Donc, c'est pas le nom qu'elle a retenu elle, mais peu importe. Il y a des jerkis plus ou moins, il y a de la couenne soufflée. Enfin, il y a plein de belles choses à venir, très très intéressantes. Alors, euh, Salomé m'avait contacté en pensant me faire un peu la surprise pour la petite histoire, hein. Et en fait, il se trouve qu'on a ce projet, enfin c'est Florence qui mène ce projet, hein. Moi je suis électron Formidable. libre, qui mène ce projet depuis plus de 2 ans. Oui, en fait, il avait été un peu mis entre parenthèses à cause de la législation en Andorre Mais qui était très, très complexe et puis là, on a eu une opportunité, il y a 2 mois donc on va essayer aussi de développer ça. En tout cas, ce qui est, super, encourageant, c'est que d'être plusieurs à faire ça, bah, ça donne le choix aux patients parce que oui, nous, à chaque fois en téléconsultation, moi, ma principale préoccupation, c'est le gras pour le cétogène et j'arrive pas à faire que les patients puissent consommer du gras facilement et de la graisse animale. Donc le ghee, par exemple, pour vous donner un exemple, le ghee du commerce, il est absolument infect. Au-delà du fait qu'il est très cher, chaque fois qu'il y a une odeur qui est désagréable, une odeur de rance, c'est qu'il ne faut pas le consommer. Et moi, j'ai essayé à peu près toutes les marques qui avaient bienvenue chez disponibles. Gaborit. Voilà, voilà, dans cette marque et il y a une odeur de rance et donc ça, non, il ne faut pas le consommer, c'est mal préparé. Donc je ne sais pas comment ils se débrouillent parce que moi je le fais depuis maintenant, je sais pas, tellement d'années, je sais même pas, mais les seules fois où j'ai loupé un ghee, hein, c'est parce que je faisais autre chose en même temps et que je le surveillais pas parce que ça va très vite. En téléconsultation, j'incite les gens et je passe un temps vraiment dédié pour le ghee, mais après j'ai envie d'aller plus loin parce que le ghee c'est quand même à la base un produit laitier, donc on a enlevé toutes les protéines de lait de vache, mais c'est issu d'un produit laitier, c'est pas la graisse animale à proprement parler. Donc là on a envie d'aller plus loin et là c'est génial que Salomé fasse ça. Je pense qu'elle va les sortir avant nous d'ailleurs. Oui. Mais en tout cas, ça va être avec des produits de qualité, c'est l'objectif, et d'essayer de rendre ça abordable, accessible à tous. Ce qui est bien, que ce soit Salomé, que ce soit nous, finalement, c'est des produits de qualité. Alors justement, elle va faire ça pas très loin des Pyrénées aussi, donc c'est C'est rigolo, rigolo. hein. On ne s'est pas du tout concerté, on aurait pu, mais bon, les choses se sont faites ainsi, et ça n'empêchera pas peut-être un jour je sais pas, de faire marche commune. Ah oui. Ah, Oui, il faut qu'on parle aussi d'une autre Métécha, j'ai vidéo. jamais loupé un Guy. Moi, j'ai réussi à en faire brûler quand même, mais bon, C'est j'étais peut-être pas très sérieux quand même. Mais donc il y a cet aspect-là. le ghee, Et, c'est la vie. donc le ghee, c'est très bien, mais c'est très bien quand c'est en association avec de la graisse animale. Je pense que c'est vraiment ce duo ghee et graisse animale qui, pour nous, nous semble en tout cas le plus logique et le plus efficace. Voilà. Et pour être honnête, la graisse animale, pour la clarifier, si vous n'avez pas un hachoir, alors je sais, cet après-midi, j'étais en téléconsultation avec avec le papa d'un patient qui, lui, arrive à le faire en coupant au couteau, ce qui est vraiment très, très fort parce que ça prend quand même énormément de temps. Et si on n'est pas équipé avec un hachoir, moi j'ai carrément pris le hachoir professionnel, la trancheuse professionnelle, le déshydrateur, je suis pas loin de prendre celui à 12 étages parce que ça commence à m'énerver de n'avoir que 6 étages. Et c'est vrai que c'est complexe. Nous, on donne les recettes pour pouvoir les faire à la maison, mais je suis continuellement confrontée en téléconsultation au problème de comment l'avoir. Donc ça, c'est un problème qui est en passe d'être résolu grâce à Salomé.
et puis on espère pour nous aussi sur nos produits. Donc ça, c'était les actualités. Il y a une autre actualité, donc la vidéo que j'ai vu passer là, dont certains ont parlé, donc la vidéo d'un patient que l'on Oui. salue de par le travail effectué. Donc c'est monsieur Bruno Turner qui a une chaîne YouTube où il publie des vidéos sur ce qui lui arrive, son parcours de santé, et il a demandé à Boris s'il pouvait publier cette vidéo. Alors habituellement, c'est pas quelque chose qu'on accepte. Ouais. Là, c'est une exception et je tiens pas à ce qu'il y en ait d'autres. Bruno Tourneur, bon, c'est une situation qui est un peu particulière, vous l'avez sans doute un peu perçu aussi. Il m'a demandé s'il pouvait la republier. Je rappelle quand même qu'en téléconsultation, les seuls enregistrements autorisés, c'est ceux que je propose moi, hein. Les autres, sans mon autorisation, en tout cas, notre autorisation, sont acquis de façon illégale, hein. Je me permets juste de le redire, hein. C'est que ça paraît évident pour certains, mais pas pour d'autres. Et leur rediffusion, alors là, est tout à fait délictuelle. Donc, ce qui est logique, hein. Donc, il faut une autorisation écrite pour cela. Et Bruno Tourneur, bon, m'a contacté. Ça comptait beaucoup dans sa quête, et je le comprends parce qu'il a une histoire qui est vraiment très touchante, comme souvent, très difficile. Et il est en passe de trouver des solutions, essentiellement par lui-même d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai autorisé exceptionnellement. Ça me gêne toujours un peu parce qu'il y a beaucoup d'intimité, il y a des choses très personnelles. Je lui ai demandé plusieurs fois si lui avait bien revu la vidéo, parce qu'on aborde la sexualité, on aborde plein de choses. Bon, c'était son souhait, je l'ai respecté. Je me suis dit qu'effectivement, ça pouvait peut-être permettre à certaines personnes éventuellement de le contacter, et je pense qu'il est tout à fait apte à aider certaines personnes, même s'il ne le fait pas forcément plus que ça aujourd'hui. Il en a tout vraiment la capacité. Voilà, et enfin, sur des autres actualités, est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, alors à venir aussi, une interview que j'ai faite avec David Delormever sur sa chaîne. Voilà, et là on parle parentalité, mindfulness, allaitement et psychiatrie métabolique. Voilà. Rien que ça. Donc maintenant les questions, peut-être qu'on va Alors, passer. keto snack, oui, il y en a qui disent: «Je mange pas entre les repas». En fait, l'objectif, c'est pas oui, ça peut être pris Oui. effectivement Ah pour, oui, non, c'est pas. entre les repas, c'est vrai, mais l'objectif principal, c'est plutôt d'essayer, c'est vrai qu'on a utilisé ce mot keto snack, c'est peut-être pas le mieux, mais l'idée, c'est, bien leur, c'est le week-end, on invite des amis, on veut faire un apéritif, qu'est-ce qu'on met? On tape la côte de bœuf tout de suite, ou, on se mange un petit truc, on discute un coup, Voilà, donc si vous êtes invité chez les docteurs du Fournet, sachez que l'apéro, il se passe avec des truffes de pemmican, des beef jerky, que ce soit de bavette, de cœur, oui, alors il y a toute la de gamme. foie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre encore comme présentation? Après, il peut y avoir des petits œufs caille au sel. Voilà, bon, c'est ces petites choses comme ça, mais c'est vrai que pour débuter un repas, ça peut être sympa, surtout pour des gens qui ne sont pas encore très KCF, hein, n'est-ce pas? Et ça peut permettre d'enclencher un peu les choses, de dédramatiser, et puis en plus, ça permet d'avoir un apéritif qui soit keto-carni compatible, quoi. Voilà. Bon, soit. Et puis non, puis surtout pour les déplacements. Ça, Oui, moi, alors ça ça. fait quand même des années avec notre fils de 4 ans, c'est absolument parfait. Je lui fais tous les pique-niques, qu'il aille au ski ou à l'école en sortie, il a toujours son repas keto et c'est pas forcément quelque chose à chauffer, donc ça, c'est pratique, voilà. Donc on a vu plein de questions passer Euh, déjà, mais je vous propose qu'on commence d'abord, par Alors, les questions. comme c'était prévu, hein, Voilà. on commence par les questions par mail, toujours pareil, et on se laisse donc en théorie 1 heure, mais bon, on n'a pas fait commencer le chrono tout de suite. Et après, on poursuivra avec les questions dans le flux de chat. Voilà. Voilà, et bien sûr, on vous mettra le lien pour vous inscrire sur, notre mailing list pour, à l'avenir, pouvoir poser des questions, pour les prochains lives. Première question de Titouan: quelles sont les sources probables de crampes pour une femme entre 50 et 60 ans qui est en KCF? Donc merci Titouan de suivre l'acronyme. Depuis 6 mois, et prend du sel, de l'eau et pratique une activité physique régulière, 7 000 pas, et sport le matin, peu intense. Donc là, on est sur une question de crampes. Donc il y a des crampes qui perdurent. Donc la première des causes de crampes quand même. Bah, on dit toujours la même chose: prenez du sel, parce que vous perdez probablement du magnésium par voie urinaire. Et donc, coucou, il y a David. Salut David. Et Abonnez-vous à sa chaîne. c'est déjà fait, je pense, hein, depuis longtemps. Voilà, donc oui, on dit toujours: prenez du sel parce que vous perdez du magnésium par voie urinaire, et c'est généralement ce qui se passe de plus fréquemment.
Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, pour les crampes, il y a un problème souvent du rapport calcium-magnésium. Alors le calcium, la plupart des gens sont convaincus qu'il manque de calcium, et dans la pratique, c'est loin d'être aussi vrai que ça. Et j'ai tendance, nous on supplémente pas trop en calcium d'une façon générale, sauf dans certains cas où c'est bien documenté. Alors c'est vrai que si c'est rebelle au fait de prendre du sel, on peut accompagner ça de magnésium, bien sûr, si c'est bien toléré, et si ça cède, ne serait-ce que pendant 4 heures, c'est le temps à peu près pour éliminer ce magnésium. Bon, c'est quand même une bonne indication que ça pouvait être dû à cela. Si ça ne suffit pas, alors il faut aller un peu plus loin, et c'est là où il va falloir faire de la biologie, et donc faire un ionogramme sanguin, mais avec un calcium qu'on appelle ionisé, c'est-à-dire un calcium libre, en fait. Il faut savoir que le calcium est essentiellement lié, en grande partie lié aux protéines du sang, donc on peut faire un calcium corrigé ou autre, mais dans la pratique, ça ne tient pas bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en réanimation, quand là, pour le coup, on est très strict sur les lésions, parce que ça peut aggraver des problèmes cardiaques ou autres. À ce moment-là, comme de par hasard, on fait le calcium ionisé, bien sûr, toujours. Alors, le problème, c'est qu'il faut le mettre dans la glace, ça coûte un peu plus cher. Bon. Donc, si on fait un calcium ionisé, un ionogramme, un magnésium sanguin, et qu'on fait ces paramètres, donc calcium pour le coup total dans les urines, plus le magnésium, plus sodium, etc., sur urine de 24 heures, on commence à avoir franchement une idée précise de ce qui se passe au niveau électrolytique, comme on dit dans le jargon, de ces minéraux. Et ça nous permet derrière de mieux supplémenter, parce qu'en général, il faut supplémenter. Après, il faut faire attention, dernière chose là-dessus, à ne pas uriner, comme c'était le cas tout à l'heure pour une de mes patientes. Et elle était à 3,7 litres, alors on a vu pire, on a vu du 4 litres, 4,5 litres, on a vu des trucs. Bon. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on envoie chez le néphrologue pour ce qu'on appelle un diabète insipide, qui n'a rien à voir avec le diabète sucré. Ce qu'on appelle diabète insipide, c'est simplement une perte d'eau par un rein qui ne fonctionne pas bien, qui ne reçoit pas les hormones antidiurétiques naturelles, ou bien le cerveau qui ne sécrète pas correctement ces hormones antidiurétiques naturelles. Bon, soit. Sans entrer dans les détails, si le rein perd trop d'eau, il a beau essayer de retenir tout ce qui peut ces minéraux, ce qu'il va se passer, c'est que sur la quantité totale qui va être émise, même s'il en retient 90%, mais qu'il va uriner 2 fois, 3 fois plus, en fait, ça ne va pas aller. On dit que généralement, il faut uriner entre 20, moi je retiens plutôt entre 20 et 30 millilitres par kilogramme de poids corporel par jour, mais bon, ça on pourra le réaborder dans le cours de formation éventuellement. Et donc, si il y a un excès d'urine, il faut chercher des diurétiques, première chose, des tisanes, trop de thé, du café, en grande quantité, des herbes magiques, l'ashwagandha, etc. On en reparlera tout à l'heure sur des champignons sympas, mais enfin semi-sympas, qui ne sont même pas hallucinogènes, et bourrés d'oxalate, donc finalement, c'est pas terrible. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié la dernière chose. Les médicaments aussi. Ah oui, oui, l'essentiel, les médicaments. Et oui, j'aurais dû commencer par là. Et puis. Non, mais on a quand même une communauté de personnes qui cherchent à ne pas avoir de médicaments. Oui, c'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup quand même, ce qui est bien. Alors, d'ailleurs, j'ai une Et puis question voire l'hyperthyroïdie iatrogène, comme c'était le cas aussi cet après-midi. Voilà. Donc en gros, il faut aller chercher un excès de perte à ce niveau-là. Après, bien sûr, il y a des pertes intestinales possibles, notamment s'il y a une diarrhée. Voilà. Donc globalement, c'est ionique. Généralement, c'est dans le sens du manque de magnésium. Donc sel plus magnésium dans un premier temps, puis sel uniquement si ça suffit derrière. Et le cas échéant, il faut éventuellement ramener du calcium, mais jamais en même temps que le magnésium, bien sûr. Ok. Bon. On continue. Vous avez vu, là, je peux plus déconner, là, Sequoia, c'est fini. Il y a une vingtaine de questions. Non, ça. Je ne sais pas si tu en avais autant du temps de live de Sequoia. Question 54 questions. Donc, ah bon, t'es arrivé à en faire combien? Bah oui, mais j'ai passé 3 heures. Bon. Question 2 de Jérémy. Pour le calcul de la quantité de protéines sur un morceau de viande, faut-il le calculer sur le poids cru ou sur le poids cuit? Je viens de faire cuire une côte de porc à la plancha, elle est passée de 300 g à 230 g après cuisson. Donc oui, pour le calcul des macros et notamment de la viande, les protéines se calculent sur poids cru, puisque à la cuisson, ça va se déshydrater, vous allez perdre de l'eau, donc forcément, après, on va plus savoir exactement combien on a de protéines. Par contre, petite nuance, pour le gras, c'est le contraire. Le gras, il faut le peser après cuisson
sauf si vous le mangez pur, gras comme ça, sans le cuire. Moi, ça m'arrive de manger le suet à la petite cuillère. Mais en dehors de ça, quand vous le faites chauffer, il faut le peser après cuisson, puisque le gras va se vaporiser pendant la cuisson, donc vous allez perdre beaucoup de gras. On avait fait des rushs sur un test que Boris, tu avais fait avec une côte de bœuf, donc une entrecôte. Si, les deux. Côte plus entrecôte. Très grasse, avec beaucoup de blanc dedans, et où il avait enlevé le gras, donc à façon d'un chirurgien, tous les bouts de gras pour les peser. Et avant cuisson, après cuisson, tu avais une perte de combien ? C'était une perte de 50% pour ce qui était vraiment juste toasté, grillé, rouge presque encore, qui bouge dedans à l'intérieur comme je la mange. Et pour à peine plus cuit, mais saignant, on était à plus des 2 tiers, on était à peu près à 70%. Donc il faut retenir qu'il y a entre la moitié et les 2 tiers de perdus pour ces graisses-là. Ce qui corrobore, pareil, la patiente de tout à l'heure, elle est suivie par une coach en nutrition top niveau, et donc il lui a donné tout un tas d'objectifs, et la patiente, elle regardait sur chronomètre, le truc à ne jamais faire, c'est complètement pourri. Je ne sais pas comment ils arrivent à être aussi pourris. Ils sont bons, les mecs, parce qu'ils ont toujours faux. Ça, c'est quand même une prouesse. J'ai rarement vu ça. Ça, c'est comme les petits lecteurs de chez Abbott, là, comment ils s'appellent là ne jamais Chez les Freestyle acheter. Voilà. Oh là là. Ne jamais les acheter pour mesurer le Abbott pH. en labo ou l'Abbott chez soi, c'est tout pourri. Mais d'ailleurs, à la base, il ne faisait pas ça. Je ne sais plus ce qu'il faisait. Et du coup, en fait, on dit ah bah oui, mais j'ai pris un steak 20% de matière grasse. Oui, c'est intéressant, mais une bonne partie de cette graisse va être vaporisée. Donc, à moins de le manger cru, le 20%, non. Donc, il faut surtout parler en graisse ajoutée. Et là, en l'occurrence, la patiente était constipée, elle ne comprenait pas bien. Elle pensait manger 100 grammes de gras pour une taille modérée, et en fait, non, elle ne mangeait pas 100 grammes de gras en pratique, mais plutôt 50. Voilà. Oui, d'ailleurs, tant qu'on est dans le calcul des macros, le gras, nous, en pratique, dans un régime cétogène, on calcule que celui qu'on rajoute. Le gras, quand on achète des pièces de viande grasse, on ne va pas le compter, celui-là. Donc, si on veut atteindre ces objectifs de gras, pour avoir une cétogénèse, et la cétogénèse, elle est définie par une mesure biochimique. C'est pas une mesure sur les macros. C'est pas parce qu'on mange 100 grammes de gras qu'on est en cétogène. Non, c'est le lecteur de BHB, puisque c'est le corps cétonique prépondérant à plus de 80%, donc ça tombe bien, c'est celui qu'on peut mesurer facilement. C'est lui qui va nous dire si vous êtes en cétogène ou pas. Oui, pour rappel, on ne définit pas un régime cétogène par des macros, jamais de la vie. Voilà, donc je l'ai rappelé à certaines personnes récemment. Non, mais ça commence à être entendu. Le régime cétogène, c'est comme ça. On n'aime pas. Il a été inventé par 2 neurologues de la Mayo Clinic en 1920, codifié en 21, et donc 2 confrères. Non. Et donc, il est défini par un état de cétose, c'est-à-dire manger de façon à obtenir une cétose mesurable. Point barre. Donc, toute autre définition, c'est bullshit. Donc après, il faut bien qu'on puisse s'en approcher. Donc, pour s'en approcher, on va dire, on va partir sur tant de protéines, tant de graisses, tant de sucre, mais derrière, in fine, on ne devrait jamais parler de régime ou d'alimentation cétogène, c'est-à-dire mot à mot qui fabrique des cétones, si on n'a pas la preuve des cétones, bien entendu. Excuse-moi, juste une petite mise au point. Comment on peut répondre des commentaires sans taper quoi que ce soit ? C'est moi. C'est toi. Bah oui, mais je te vois pas taper. Ah oui, je fais ça. je fais ça. Bon, finalement, il n'y a pas que moi qui suis efficace. Donc, question suivante, c'est ça ? Bon. Voilà. Donc, tout ça pour dire cétogène. Donc, en gros, pour être en cétogène, il faut faire un régime haut en graisse, modéré en protéines et très bas en glucides. Très bien. Donc, un very low carb, high fat, middle protein. Mais tout ça, c'est adapté jusqu'à obtenir un état de cétose documenté. Après, on n'est pas obligé de le prouver, ça dépend. On peut supposer qu'être en cétogène, bon, après, il y a plein de gens qui comprennent bien qu'ils pensaient être en cétogène, mais eux-mêmes disent spontanément, je ne l'étais probablement pas. Voilà. Question suivante. Alors, sauf si tu veux interagir un petit peu sur le chat, mais je ne sais pas si on va avoir le temps après de lire toutes les questions. Le son est bon, merci Léna. Plus pour ce commentaire par rapport à... Lequel ? Ouais, celui-là. Ah, Ulrich et chronométeur ? Oui. Oui. Bon, après, c'est un avis personnel pour oui, nous, mais d'utilisateur. après, vous savez très bien que je passe mon temps à ne pas être d'accord avec les gens que j'apprécie. Donc, après, je suis aussi pas d'accord avec des gens que j'apprécie pas, mais même les gens que j'apprécie, on est rarement d'accord entre nous, surtout. Donc, non, sur chronométeur, je pense que Ulrich, s'il dit ça, c'est pour donner un repère aux gens, et en soi, je pense qu'il a raison pour donner un repère. Le problème, c'est que derrière, sur le cas précis du cétogène, pour le calcul des sucres, c'est pas mal. Pour le calcul des protéines, c'est parfois mauvais. Et pour le calcul des lipides, à cause du phénomène cuisson, là, c'est pris en défaut pour le coup. Ok. Question suivante de Ness.
Je suis biologiste. Je suis en alimentation cétogène depuis 8 mois et j'ai observé une amélioration de ma vue, myopie. J'étais à -4,5 à chaque œil et maintenant je suis à -3,5. J'ai 41 ans et je ne suis ni presbyte ou astigmate. J'ai été tellement étonné de cet effet après 4 mois de cétogène que j'ai refait un contrôle de vue de nouveau et l'ophtalmologue m'a bien confirmé que ma vue s'était améliorée. Est-ce que c'est dû au régime cétogène? Alors, très difficile de répondre parce que là, on nous demande d'établir une causalité. Déjà, quand on a plein d'éléments, avant d'établir une causalité en santé, c'est l'enfer. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de causalité, bon, c'est complexe, mais il est vrai qu'on a vu des gens avec des améliorations très nettes à différents niveaux. On a vu des améliorations et on peut imaginer que, ce carburant étant meilleur, que l'insulinorésistance diminuant, que peut-être aussi en cétogène, souvent les gens ont la bonne idée de pas trop le faire de façon végétarienne, mais plutôt un peu, carnée, un peu carnie. Donc on peut imaginer qu'au total, on a, comment dire? Un petit peu amélioré au niveau des macronutriments et donc des carences. Voilà. Toi, tu as eu un exemple comme ça? Oui, bah, un ami proche qui, bah, alors là, du coup, avec des taux qui atteignaient 5, plus de 5 de BHB, sur un jeûne, hein, je crois, Mmh. prolongé, s'est retrouvé, du coup, sur, toute une journée de travail, plusieurs heures à travailler, à s'apercevoir, en milieu de journée qu'il avait oublié de mettre ses lunettes et que, du coup, sa vue, s'était vraiment améliorée, sur des taux forts de BHB. Donc c'est vrai qu'on l'a eu observé. Alors, on me parle de vitamine A, et du beurre. C'est vrai que c'est très intéressant. Néanmoins, la vitamine A dans le beurre, il y en a pas beaucoup. Alors c'est vrai que quand on mange beaucoup de beurre, ça fait des apports qui sont non négligeables, mais qui sont généralement faibles quand même. C'est vrai que le beurre a cette réputation, mais on peut pas dire que ce soit, une source vraiment, performante, je trouve, d'apport de vitamine A. Elle peut être complémentaire, mais la vraie source de vitamine A, c'est comme la vitamine D, hein, par voie alimentaire, c'est le foie. OK, question suivante? Mmh? Donc, question de Lionel. Alors, bonjour, on a bien compris le problème avec le lait et le fromage, orgie et beurre. Mais quid du kéfir? Est-ce que les bienfaits pour le microbiote et en micronutriments dépassent les potentiels inconvénients? Pour la plupart des gens, pas les cas extrêmes de réaction auto-immune, bien sûr. Ah, juste une seconde, je suis désolé, je vois parce que la, la personne qui a posé la question réagit là et on avait ce cas, tu l'as raconté là, le cas qu'on a eu d'un ami qui a oublié ses lunettes. Mais c'est ça, c'est celui que je Ah, viens de raconter. d'accord, pardon, c'est moi qui étais distrait. C'est Bon, oui, parce que voilà. tu es en train Oui, je d'essayer de faisais régler plusieurs choses à la fois et ça marche pas. voilà, donc Bon. est-ce que tu as fini sur les réglages de luminosité ou tu veux Oui, parce que terminer? Parce que tu es pas concentré, j'ai là. mon système de réglage de luminosité qui nous a mis l'écran en orange puisqu'il est plus que l'heure qu'il n'y ait plus d'écran et donc du coup on voyait plus rien. Donc j'ai essayé. Mais je Bon. pense pas qu'il soit impacté, hein, Bon. les gens. Voilà, donc OK, donc ça marche effectivement. On a vu des choses incroyables, hein, 3, 4, 5 de cétone. Alors c'était souvent en jeune, y compris au niveau visuel, au niveau ophtalmologique. Bon, OK, excuse-moi. Bon, donc du coup, tu veux que je te répète, la question de Lionel sur le kéfir ou tu l'as bien en Bah, tête? tu réponds toi. Non, non, ah non, c'est une, Pourquoi? ah non, c'est une Ah, le réponse pour kéfir, c'est toi pas ton parce que ami? non, 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 Bon, de toute façon, moi, le kéfir, c'est quand pas l'ami de la maison, hein. c'est ça, quand on s'éloigne trop de l'alimentation C'est ça. ancestrale, j'ai tendance à avoir des allergies, quoi. Le kéfir, il faut bien voir aussi que il y a autant de recettes qu'on veut, hein, dans le kéfir. Alors on revient sur les champignons, mais sur les champignons, pas drôle. Et donc dans le kéfir, selon les recettes, on fait, fermenter un champignon ou du moins un chapeau de champignon dans un produit laitier. On peut y ajouter d'autres choses, parfois des épices, parfois selon les recettes traditionnelles, ça dépend si on prend des recettes plutôt, turques, ou d'autres recettes et donc on a à la fois un peu le côté, plus ou moins écaillé ou lait fermenté, je devrais plutôt dire. Et puis deuxièmement, ce champignon, aux vertus un peu magiques, hein. Il y a le côté druide qui ressort, hein. Je vais mettre mon champignon magique dans mon lait, hop et je vais faire un truc, spectaculaire. Bon, fort bien, mais ça reste un produit laitier dans tout ce qu'il y a de plus détestable pour moi, pour parler clair, hein. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, ça, j'ai l'habitude et mais je préfère parler clairement. Donc ce que j'en pense en tout cas, c'est que le kéfir, c'est un joli mot. C'était quelque chose qui était pas à la mode, enfin c'est récent, hein, que c'est semi-récent qu'on en parle à nouveau. Le kéfir, c'était des recettes traditionnelles. Alors je citais la Turquie notamment, mais pas seulement.
Et donc ce kéfir est revenu à la mode. Puis maintenant, on fait du kéfir de fruits, on fait du kéfir de tout, puis comme d'habitude, ça ne veut plus rien dire. C'est comme le mot lait avec les laits végétaux. Bon, et toujours est-il qu'on a un produit laitier, pour le coup, qui n'est pas affiné. C'est pas, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et quelle idée de boire du kéfir? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller boire de l'eau? Est-ce que c'est pas plus intéressant pour ceux qui ont besoin d'autre chose de manger 4 myrtilles en fin de repas? Est-ce que, je sais pas. En fait, quel plaisir ça vient combler? C'est surtout ça. Et pour certaines personnes, c'est dire oui, non, mais c'est pas forcément le plaisir, c'est parce qu'il y a des probiotiques, ça va être bon pour mon boyau. N'importe quoi. Mettre des produits laitiers, ça n'a jamais été bon pour le boyau, bien sûr. Voilà. Donc, je ne parle pas bien sûr du nourrisson, hein, c'est évident, mais il me semble qu'on a passé cet âge-là depuis un certain temps. Et donc, revenir à ça, non. Alors, bien sûr, ça s'explique très bien par la dépendance aux opiacés, par le côté morphinique. Hein, mais ça d'ailleurs, il faut que tu en reparles plus, tu n'en parles pas assez, ça pourrait être bien. Tout ce que tu disais sur l'aspect morphinique des produits laitiers. Tu as tenté d'en parler chez Ulrich. Non, je plaisante. Voilà pour ça. Donc du coup, non, le kéfir, ça n'est pas une bonne idée. Si vous voulez consommer des produits laitiers, alors moi je préfère, c'est personnel, hein, je préfère, comme on le disait sur Sequoia, que vous consommiez des fromages bien affinés, si possible. Alors, chef brebis, ça peut être intéressant si vous êtes intolérant à certaines caséines. Néanmoins, le comté, qui est du vache, a un cahier des charges tellement excellent que c'est quand même, moi, je trouve très bien. Voilà, consommez ça, pas tous les jours dans l'idéal. Et puis, si vous avez une maladie auto-immune ou une suspicion de maladie auto-immune, faites attention, parce que ça, pour le coup, pour les faire flamber, c'est quand même fréquent, hein. N'est-ce pas? Ah bah oui, hein, on a un exemple typique. Voilà. Bon, on en reparlera, je pense, peut-être un petit peu plus tard, si il y a des questions sur la thyroïde. Alors, question de Mathieu. En ce moment, à 22h, il ne fait pas encore nuit. Du coup, il est difficile de réussir à maintenir le rythme de sommeil que vous recommandez. Bon, c'est quelqu'un qui a vu la vidéo sur le sommeil, ou la recommande. Sauf si je triche en fermant les rideaux plus tôt dans la soirée pour créer artificiellement un environnement lumineux qui favorise le sommeil. J'aurais voulu connaître votre méthode à ce sujet. Bon, alors déjà, par rapport au sommeil, il faut bien voir que les biorhythmes, ils évoluent aussi en fonction de la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on est quand même fait pour dormir un petit peu moins l'été et plus l'hiver. D'ailleurs, à ce sujet, tu te posais aussi la question sur le sommeil fractionné. Est-ce que finalement, on n'était pas fait aussi pour avoir un sommeil fractionné? Alors ça reste un dilemme. Bon, personne n'a réussi vraiment à répondre à cette question, il me semble, aujourd'hui, de façon convaincante en tout cas. En tout cas pas à ma connaissance. Sommes-nous faits pour faire un sommeil monophasique ou biphasique ou polyphasique? Bon, c'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est qu'avec l'ère industrielle, de façon à pouvoir travailler toute une journée non-stop, il était important de se coucher pas trop tard et de se lever bien tôt pour pouvoir aller à l'usine, par exemple, toute la journée, hein. Bon, donc esclavagisme moderne. Et donc non, mais ça y est, je vais me faire engueuler si je fais de la politique. Mais On s'éloigne voilà. du cétogène. Vous savez Non, qu'on mais fait on pas est que du cétogène sur cette chaîne. Bon, et donc non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une pression sociale. C'est difficile aujourd'hui de dire bah, je vais travailler tôt ce matin et puis je vais me faire une sieste ou une pause et puis je reviens un peu plus tard. Bon, c'est compliqué. Donc c'est vrai que pour tenir une grosse journée de travail sans pause, ou avec peu de pause, il est assez nécessaire de dormir en une fois. Bon, ça c'est une considération. Je dis ça parce qu'au Moyen Âge, on a retrouvé des écrits de personnes qui étaient visiblement, ou alors qui avaient des insomnies de maintien, c'est possible aussi, qui se levaient, qui lisaient ou tentaient de lire à la chandelle. Donc là, on était assez tranquille en termes du noyau suprachiasmatique. Vous savez, cette zone qui réceptionne certaines ondes lumineuses pour activer le cerveau, pour lui dire, cher ami, nous sommes le matin, prépare-toi, et prépare donc le corps. Voilà, donc du coup, le rendormissement était plus facile. Bon, est-ce que c'était un modèle physiologique pour autant? C'est compliqué de le savoir. En tout cas, c'était une habitude. Toujours est-il que avec des nuits plus longues l'hiver et des nuits plus courtes l'été, je parle en durée de la nuit, la photopériode étant très différente, cette durée du jour, eh bien, c'est sûr qu'on peut imaginer dormir moins longtemps quand même l'été, et d'ailleurs, on voit qu'on a plus d'énergie et plus longtemps l'hiver. Alors, j'en reparlerai peut-être plus quand on parlera de thyroïde, peut-être sur une vidéo sur la chaîne, puis dans le cadre d'une formation. En fait, il y a un aspect thyroïdien à cela. Notamment sur les désiodases. On voit souvent le côté fixe, désiodase 2, désiodase 3, on cherche les variants. Ouh là là, vous avez un mauvais variant. Bon.
Alors que les choses sont en fait extrêmement dynamiques. Elles dépendent de l'environnement, elles dépendent des carences, de plein de choses. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, quelle que soit la durée, on parlait de durée, Mmh. quelle que soit la durée, on peut dire qu'une atmosphère bien noire, bien sombre, Une pièce fraîche. une pièce fraîche, donc avec un côté aussi isolé d'un point de vue acoustique, ou alors mettre des boules qui est, donc voilà, pas de lumière, pas de bruit, bien, pas de température, pas trop chaud, donc le plus frais, même froid si on peut. Hein. L'exposition aux écrans, pas d'exposition, donc ce soir, c'est un peu Ah, pour nous, c'est loupé, hein. cramé, hein. Mais c'est Mais, pas mais bon pour c'est vous pas aussi, grave, hein. hein. Mais vous, c'est pareil. Hein. Donc l'exposition aux écrans joue énormément, hein. Moi, à titre personnel, pour la petite anecdote, avec, notre fils de 4 ans, ça fait déjà, 2 ans et demi que, j'avais pris la résolution qu'au moment où il faut aller le chercher à la crèche puis à l'école, c'est terminé, plus d'écran sur, l'ordinateur, plus d'écran. Et en fait, dernièrement, on a eu, quelques soucis en termes de travail depuis décembre. On a dû travailler beaucoup plus et je me suis remise à faire des écrans après avoir couché mon fils et petit à petit, alors que ça fait déjà plus de 2 ans et demi que je m'endors en 1 minute, et bien petit à petit cette latence, je l'ai vue augmenter et c'était vraiment dose dépendante, hein. Plus je travaillais, d'affilée, plusieurs jours, plus et j'en suis arrivée à mettre 30 minutes pour m'endormir et là je me suis dit: «Non, non, non, hors de question que je revienne comme avant». Moi quand j'avais, 20 ans, que j'ai commencé les études de médecine et avant de rencontrer Boris, je mettais 1 heure. Oui, enfin, même au début. Hein. Oui. Oui, Et oui. je mettais 1 heure pour m'endormir et je pensais que c'était la norme. Oui, Et oui. d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu pouvais m'énerver à faire tes power naps? Alors moi, c'était impossible de faire une sieste parce que là, j'ai vu là, passer des commentaires: «La sieste, c'est la vie», je suis bien d'accord. Aujourd'hui, c'est Parole de différent. méditerranéenne, dit Magali, elle a parfaitement raison. Et d'ailleurs, on va y revenir parce qu'il y a un point important en lien avec la chaleur aussi, hein, et pas seulement la photopériode. Bref, tout ça pour dire que, moi j'ai augmenté ma latence, très clairement avec les écrans, donc je sais que c'est pas drôle parce que ça fait partie, il y a l'horloge sociale Ouais. et que ça fait partie de notre monde, mais il faut savoir aussi, écouter, notre environnement parce que quand on a des enfants en bas âge, je suis désolée, on n'a pas d'excuses, ils sont là. Quand on va les chercher à l'école, il faut que ce temps, il soit pour eux jusqu'au coucher et même si on les couche tôt, nous on essaye de coucher notre enfant, entre 19h30 et 20h. Donc ce soir, on a bien respecté d'ailleurs. Ah oui, là, on était au top. Donc on était au top. Repas 17h30, Voilà, au soleil sur la terrasse. sur le petit balcon au soleil. Mais voilà, c'est un des facteurs clés. Et puis moi, je rajouterais un des facteurs pour aider Mathieu, c'est que moi, je me réveille tous les matins Eh, à salut 5h du Laura. matin. Bah, dis donc, il y a du monde. C'est vrai, c'est ça, c'est C'est vraiment hyper sympa. bon, bah, on va pas pouvoir finir dans 20 minutes là. Ah, tu vois qu'on ne peut pas faire en 1 heure, je te l'ai dit. Hein. Moi, je l'ai jamais pu. Bon bref, en tout cas, pour terminer sur la question, se lever tous les matins à heure fixe et très tôt, ça fait une pression de sommeil aussi. Donc moi, je me lève vraiment tous les matins à 5h et à tel point qu'il y a certains moments, là, je le sens avec la photopériode, qui augmente. Je sens que par moments, je me réveille même naturellement avant mon réveil, 4h30 et je suis pas fatiguée. Donc là, ça va peut-être pas être le cas demain parce qu'on Oui, va pas se demain, coucher à la même heure, ça va piquer mais un peu. ça Mais... aide à avoir une pression au moment de l'endormissement, quoi. Donc ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Tu as Donc, quelque chose à rajouter? je pourrais en reparler peut-être dans une vidéo dédiée parce que c'est vrai que j'ai fait quelque chose de général et finalement, bah, c'était déjà long, mais il faut que j'en parle plus à travers les saisons. Parce qu'il y a différentes possibilités. On ne répond pas tous de la même façon quand même au sommeil, mais on a tous en commun le besoin d'une hygiène de sommeil. Ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus que la nuit, il y a aussi derrière tout un tas d'anxiété qui ressort. Des phénomènes anxieux, mais c'est toi qui as dû le dire, ça. Désolée, j'essayais d'avancer sur les questions. On peut pas peut pas faire un tiens, live sur le il y sommeil. a Laura qui se fait tacler, à mon avis. Oui, Elle n'a pas oui, fait de vidéo depuis c'est un ça. moment, Laura. Ouais, oui, Il va falloir qu'elle je se voulais remette dire au boulot. Hein. Là, Laura, là, il y a des fans qui là, sont en manque. non, mais là, elle n'est pas passée inaperçue. Bon. Et du coup, c'est vrai que cette hygiène de sommeil, elle est militaire, elle est très pénible parce que les écrans, même avec des lunettes rouges d'excellente qualité, même avec des filtres, nous, on observe en tout cas sur nous et sur nos patients que ça ne marche jamais complètement. Par contre, c'est vrai que ça limite les dégâts, on ne peut pas dire le contraire, mais limiter les dégâts est suffisant quand on a un sommeil moyen, je ne pense pas. Donc, et puis c'est toujours la même chose, est-ce que c'est de temps en temps ou pas? Mais le problème psychologique est très très important aussi, parce que plus on a d'anxiété, moins on dort, et moins on dort, moins on évacue cette anxiété. Je finis. Et du coup, plus cette anxiété continue, et on voit très, très, très bien ça avec certains traitements, des traitements de type benzodiazépine ou des HIV, les Z-drugs.
donc c'est-à-dire en gros Imovan Stilnox pour parler sur les noms connus, eh bien, c'est pas non plus, il faut pas non plus il faut pas en faire un scandale. Si c'est pris de façon très occasionnelle dans des situations où c'est nécessaire, ça peut sauver des situations quand même. Mais c'est vrai qu'entre ça et le prendre tous les soirs pendant des mois, des années, ça va pas du tout. Et du coup, ces médicaments, effectivement, et d'autres, hein, il y en a bien d'autres qui ne sont pas forcément somnifères, hypnotiques, qui vont détraquer le sommeil, notamment dans les phases de sommeil paradoxal avec les cauchemars et les évacuations d'origine limbique, du système nerveux limbique, eh bien, ça reste bloqué. Et ça a été bien étudié dans les états de stress post-traumatique où ces médicaments-là pouvaient aggraver l'état de stress post-traumatique. Et en fait, à force de ne pas pouvoir revivre la nuit, on finissait par revivre le jour ces scènes traumatiques. Bon, j'arrête. Non, mais tu joues au psychiatre, hein. Je sais que tu as fait un an de psychiatrie, mais quand même, il ne faudrait pas me voler mon travail, hein. Parce que j'ai du mal à atteindre ton niveau, je te ferai remarquer, en métabolique. Alors, si, maintenant, grâce aux patients, n'importe quoi. Je fais de plus en plus de somatique, c'est absolument parfait. Alors, question de Cyril. Bonjour à tous les deux, c'est un grand plaisir de vous voir. Et vous allez reprendre une activité de communication et de formation, de savoir ça. Bon, bah, merci Cyril. Ma question, j'ai un proche de 80 ans qui présente un diabète de type 2 avec une glycémie toujours élevée, supérieure à 120 mg, 1,20 g. Il est traité depuis 10 ans. Une hypertension avec des pics à 20 au repos allongés, ainsi que les carotides bouchées à 30%. C'est une femme active physiquement et cognitivement, suivie et traitée pour tout ça. Elle est en alimentation méditerranéenne, faiblement carnée. Elle est convaincue que passer en alimentation cétogène va lui abîmer les reins, malgré l'état très détérioré de son système cardiovasculaire. Comment la convaincre ? Alors là, vous n'avez pas posé la question aux bonnes personnes. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on essaye de ne pas convaincre, parce qu'en téléconsultation, si on passe du temps à convaincre, en fait, on passe la durée de la téléconsultation, hein. C'est pas possible. Donc, il y a un biais de sélection dans nos consultations, parce que Bien sûr. on le sent des fois. Moi j'ai eu dit à des patients en consultation qu'il ne fallait pas qu'ils fassent le bilan. Et alors là, ils étaient vraiment déçus, mais je leur ai dit: à quoi ça sert qu'on aille voir des troubles du métabolisme si derrière, vous n'êtes pas prêt à faire les changements nécessaires? Moi, je vais pas avoir de pilule magique, moi. Moi, c'est fini. La psychiatrie comme ça, je ne la fais plus. Je ne veux plus la faire. Donc, non, convaincre, Voilà. franchement, on en rigole, mais c'est pas drôle. C'est même extrêmement triste, cette histoire-là. C'est-à-dire, comment peut-on faire ? Moi, j'ai pas de solution. Et on en souffre, hein, les premiers. Toi, tu as passé beaucoup de temps à convaincre parce que tu pensais que les gens pouvaient changer. C'est faux. Les gens qui ont un potentiel de changement qui n'est pas encore exprimé, mais qui ont déjà fait le choix au fond d'eux, même inconsciemment, du changement, ça va marcher. Ils vont pouvoir faire un changement à nos côtés, aux côtés d'auteurs, aux côtés de coachs. Et à la limite, que ce soit nous ou d'autres, ça va marcher. Des fois, il faut un drame, pas mortel, hein, parce que sinon c'est trop tard, on ne peut pas convaincre, mais un drame comme un cancer, un drame comme un accident suffisamment grave. Parfois, le problème, c'est que c'est déjà un peu tard. On peut améliorer la situation, mais on aurait tellement on aurait aimé pouvoir agir avant. Bon, en fait, je pense que là où ça se discute, en fait, oui, on peut dire qu'il y aurait, de façon extrêmement caricaturale, 3 types de personnes ou de personnalités dans ce contexte. Des gens qui sont déjà préconvaincus, il leur manque peut-être des informations pour être à l'aise, voire même elles en savent plus que nous, elles sont parfaitement convaincues. Ah, vous n'avez pas lu tel livre ? Non, pas encore. Moi, je l'ai déjà lu, il est sorti il y a déjà un mois. Oui. Voilà, donc, on se fait remettre un peu ça fait en du bien. place. Oui, c'est très bien, c'est très utile. Et il y a des gens qui, de toute façon, ne le souhaitent pas parce que pour des raisons extrêmement profondes et qui ne sont pas sur un mode de remise en cause. Vous savez, la remise en cause c'est pas facile, ça fait mal à tout le monde, c'est pas agréable. Et le fait de se remettre en cause, quand on n'en a pas eu l'habitude, je pense que c'est ça aussi, quand on n'en a pas eu l'habitude, eh bien, c'est pas à 40 ans, encore moins à 60 et encore moins à 80, qu'on va commencer à se remettre en cause complètement du jour au lendemain comme ça. C'est un processus. Voilà, je te coupe, mais c'est vrai qu'en psychologie, la dissonance cognitive est très, très désagréable. Et en fait, il y a des personnes, moi j'ai l'impression que passé un certain âge, elle est plus tolérable. Et qu'en fait, quand vous arrivez avec vos arguments, eh bien, ça met les gens dans une telle dissonance cognitive. En fait, vous remettez en cause certaines choses et ils ne sont pas à l'aise parce que ça veut dire que quoi ? Pendant des années, des décennies, eh ben, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait.
Et là, au niveau psychologique, c'est extrêmement difficile et la plupart des gens vont même être très violents envers vous. Donc c'est souvent que j'ai eu des gens qui me disaient: «Mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre de me faire insulter». Bah oui, parce qu'il faut peut-être pas non plus, aller chercher. Il faut malheureusement pas aller chercher. Je pense que c'est Magali qui a raison, c'est leading by example. Oui, oh, il y en a Ça pas beaucoup qui l'ont dit. Je pense qu'on est d'accord, hein. C'est que malheureusement, on voit bien, on essaye pour tous ceux d'entre vous qui avaient essayé, plus ou moins des changements, plus ou moins importants, que vous soyez en cétose ou pas. Vous avez certainement essayé de convaincre aussi vos proches ou des amis et puis, ben, c'est toujours, enfin toujours, c'est souvent la déception. Sauf quand certains sont sur un mode justement de curiosité, mais de curiosité au sens de la remise en cause. Il y a quelque chose de nouveau, tiens, ça a l'air de marcher chez lui, bah, de toute façon, au pire, je vais pas en mourir. J'essaye pendant 3 mois, on verra. 3 mois, c'est parfait, c'est le temps qu'il faut pour enclencher déjà des changements vraiment notables. Parfois, il faut même moins que ça. Et donc, c'est parfait. Et là, ça marche. Donc, c'est cette catégorie plutôt du milieu qui, certes, est dans des habitudes parfois bien ancrées, mais qui que s'était peut-être jamais posé vraiment la question et qui aime douter un peu des choses, remettre les choses en question et puis qui aime peut-être entre guillemets un peu la nouveauté, c'est-à-dire bah, il y a enfin quelqu'un qui a un truc complètement différent, c'est con, ils sont complètement dingues, ils bouffent que du gras, de la viande, enfin les mecs ils sont complètement timbrés et ils font ça ils perdent du poids. ils perdent du poids puis ils ont la frite. Et là, Ils ont des muscles. j'ai un patient et ami du sud-ouest qui fait du vélo vraiment de façon impressionnante. Il m'envoie un message, super le keto, il faudrait que je retrouve le message, alors ça c'est quand même, c'est collector. Et donc, Christian, si tu nous alors écoutes. Christian, si tu nous écoutes, et donc qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Alors, Après, question suivante. Hein. bonjour Boris, merci pour les précisions. Ce matin, je suis parti, 8 heures, j'ai enfourché mon vélo, direction le col de je ne sais plus où, et 74 km, 2500 mètres de dénivelé positif, plus 1145 de négatif, en un peu plus de 4 heures. Vive la keto, super. Alors, il a un vélo électrique, mais il met toujours au minimum l'assistance. Il est obligé d'avoir une deuxième batterie parce qu'il fait tellement de dénivelé que les batteries ne tiennent pas, malgré le mode éco. Voilà. Tu n'as pas précisé son âge aussi. Parce que Et il a 64 ans de mémoire, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, il n'avait pas du tout ces performances-là il y a ne serait-ce qu'un mois en arrière. Donc, en gros, pour terminer là-dessus, Oui. disons que pour quelqu'un qui serait ouvert à lire autre chose, il y a des livres très intéressants, vous les connaissez, c'est toujours les mêmes, hein, qui peuvent vraiment aider là-dessus. Il y a le livre d'Ulrich, Bonjour Keto, il y a, qui est très bien. Il y a Nina Teicholz qui reprend tout l'aspect historique pour les gens qui ont l'esprit critique. Pour ceux qui lisent l'anglais, bah, il y a Volek et Finet, bien sûr. Voilà. Donc, bref, peu importe. Il y a un certain nombre de livres très, très bien faits qui peuvent vraiment aider quelqu'un qui serait prêt à changer sans le savoir. Voilà. Et quelqu'un qui est sur une diète méditerranéenne parce qu'elle y trouve un plaisir très fort. Et surtout à cet âge-là, il y a un risque d'être inquiété. Et puis enfin, malheureusement, à 80 ans, lorsque l'on est avec de l'insuline à forte dose pendant longtemps, il est possible, je ne dis pas que ce soit forcément le cas, hein, mais il est possible que les fonctions cognitives fonctionnent moins bien et que donc ces capacités motivationnelles aussi, donc ça c'est des zones qui ne sont pas très loin de celles impliquées d'ailleurs dans le Parkinson, mais là pour le côté comportemental, ces zones motivationnelles peuvent être aussi défectueuses à cause d'un début de maladie neurodégénérative qui peut passer inaperçu au premier abord. Oui, en termes de ressources, je voudrais ajouter quand même le livre de Georges Yaïd en psychiatrie, puisqu'il a été traduit en français là très récemment et qui est à mettre entre toutes les mains. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et Inès qui nous dit: «Je suis biologiste», donc voilà, de la partie, hein, et je peux dire que la théorie du cholestérol a intégré mon ADN et nous, c'était pareil, hein, faut pas se leurrer. Il en a fallu du renoncement et de l'insouciance pour franchir le cap et ne pas angoisser avec le gras. Moi, je le raconte toujours, c'est pas de la blague. La première fois que j'ai mis en application, que j'ai mangé le gras de mon entrecôte, j'étais flippé. Je me suis dit: «Mais je fais une bêtise, je vais me faire un infarctus là». Et avec le recul, je me dis: «Mais gars, de faire un infarctus sur une consommation là, mais j'en étais là». Ah oui, puis au début, on est quand même passé au tout début en cétogène plutôt végétal et toi, tes allergies ont flambé en mangeant de la purée d'amandes, hyper grasse et parce qu'on était, quand même flippés du Bon, il faudra une biographie en français. Allez, on mettra ça. Mais peut-être pas ce soir, hein, mais on le fera, promis. Alors, question de Sandrine. Bonjour. Alors attendez, j'ai pas compris. Et premièrement, quelle bonne idée. Ah oui, ce live, j'ai compris ce livre. Je me suis dit, non, ça m'a déjà écrit un livre. Non, comment peut-on expliquer la difficulté de certaines personnes comme moi à fabriquer les cétones? Je suis toujours dans la zone grise, malgré les conseils de Salomé.
Et pourtant, Salomé est de très bons conseils. Alors c'est vrai C'est que mieux, j'ai c'est mieux que tu répondes toi, hein. rencontré, c'est vrai que toi, tu as pas vraiment ce problème-là. Moi, au début, évidemment, grossesse et allaitement, alors là, j'ai explosé les scores. Donc l'allaitement, je suis montée à plus de 8, hein, donc L'appareil, voilà. là, il sonne à 8, donc il se met erreur, je sais plus, c'est erreur 5, je sais plus le numéro d'erreur, et il se met à sonner. Et puis, petit à petit, là, il a 4 ans, notre fils, mais petit à petit, moi, j'avais des taux de cétone qui diminuaient jusqu'à, depuis 1 an, j'étais entre 0,9 et 1,3 et j'arrivais pas à aller plus haut, quoi. Et c'est vrai qu'il faut pas négliger certains aspects. Il y a une 1re cause qui est hyper fréquente et négligée, surtout chez les femmes, c'est les problèmes de thyroïde. Donc moi j'ai fait les frais, hein, c'est pareil. Donc j'ai développé une thyroïdite d'Hashimoto, sauf que je m'en suis pas rendu compte parce qu'évidemment en postpartum c'est très très fréquent. Évidemment, quand on a un enfant, c'est normal de pas bien dormir, d'être fatigué, d'avoir plein de choses à faire. Donc ces symptômes-là, je les mettais sur le compte de la maternité, surtout pour un premier enfant. Et puis finalement, c'était quand on a découvert ça, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant, qu'on a découvert ma thyroïdite d'Hashimoto. En faisant le bilan, on s'est décidé à faire le bilan qu'on faisait à tous nos patients. On ne l'avait pas fait pour nous. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet-là, ça faisait 5 ans qu'on était en cétogène carnivore, avec beaucoup de consommation d'ABA. Et quand on a fait ce bilan, force est de constater qu'on a un petit peu été surpris par l'ampleur de nos carences. Et finalement, quand on le rapporte à notre histoire, 34 ans de malbouffe, 34 ans de nourriture qui carence. Alors quand je dis malbouffe, je dis pas du McDo, je dis la nourriture, les bonnes recommandations de l'OMS aujourd'hui. Donc on avait notre potager, on faisait nos 60 pieds de tomates, on adorait cuisiner les légumes, on adorait cuisiner, essayer de faire comme tout le monde, de manger sainement, entre guillemets. Mais 34 ans de mauvaise alimentation qui carence, 5 ans de cétogène n'ont pas suffi à rattraper les carences. Donc c'est vrai que ça, on a observé. Ah oui. Et avec nos patients, on l'observe régulièrement, c'est-à-dire que c'est pas 2 mois de supplémentation des fois qui suffisent. Il faut y revenir 1 an après, 6 mois après, 1 an après. Bon, donc pour revenir à la thyroïde, l'hypothyroïdie. Donc des infos sur la thyroïde, c'est sur le sujet, parce que tout allait bien avec quasi-céto, donc voilà. Et puis rien ne va plus et hypothyroïdie. Donc là, on est en plein dedans, là. Ça va vous freiner complètement pour la production de BHB. Tant que j'étais en hypothyroïdie, et je sais même plus à combien ma T3 elle est descendue. Oui. 1,9 sur un cobas de roche. Donc 1,9 sur un cobas. Je crois que je suis une collector. C'est chaud marron. J'ai dû voir du 1,5, parfois du 1,8, 1,9, mais c'est très rare. On voit aussi bas. On peut voir du 2, 2,4. Donc corriger une hypothyroïdie, il faut être euthyroïdien pour le cétogène, parce que ça c'est vraiment une cause fréquente. Oui, mais là, cela dit, la question est peut-être un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que, si je comprends bien, rien ne va plus, comme si l'hypothyroïdie avait décompensé en passant en cétose. Majoration de la crise énergétique cellulaire, je pense, sur carence sous-jacente. Oui. Probablement. Oui, révélation d'une hypothyroïdie sous-jacente sur décompensation de la crise. Moi, j'ai pas mal de patients en consultation, je crois toi aussi, qui nous disent « Oui, alors moi, j'ai vu toutes les interviews sur la chaîne d'Ulrich. Voilà, ça se passe toujours bien pour tout le monde. Moi, c'est la cata. » D'ailleurs, Bruno Tourneur, c'était un peu keto cata, ses premières vidéos. C'est même paradoxal que de devoir revenir à une alimentation saine soit délétère pour notre santé. En fait, c'est délétère transitoirement et puis ça révèle en fait des pathologies. C'est un petit peu comme le vaccin qui va révéler quelque chose. Une auto-immunité. Une auto-immunité. En fait, les portraits keto ont pour but vraiment de promouvoir, et Ulrich a énormément de courage et de volonté, mais depuis toujours. De toute façon, c'est quelqu'un d'extrêmement travailleur que j'aime beaucoup. Son objectif là-dessus, il est clair, c'est de promouvoir le cétogène. Après, on n'est pas forcément d'accord sur certains points. Peu importe, tant mieux. On est d'accord, comme ils disent toujours, sur 95% du sujet. Donc, c'est ça qui est important, ou 90% du sujet. Donc, c'est ça qui est important. Un cétogène à base carnée, donc c'est important qu'il fasse ce travail-là. Et c'est vrai qu'il n'est pas le mieux placé pour aller parler des effets secondaires du cétogène. Il n'a pas la possibilité de prescription comme on l'a, évidemment. On n'a pas non plus la même formation. Et c'est vrai que c'est logique que nous, du coup, on aborde, un peu malgré nous finalement au départ, quand même, des effets secondaires du cétogène. Moi, au début, quand les patients m'ont dit « Non, mais docteur, je vous assure, j'ai remangé du riz, tout allait bien », je me suis dit « C'est pas possible, c'est du placebo cette histoire-là ». J'ai pas honte, je l'ai pensé véritablement, mais bon, après, je lui ai dit « Bon, écoutez, on va voir, faire plusieurs tests ». Et puis au bout d'un moment, quand tes cheveux tombaient par poignée. Moi, je l'ai vécu aussi. Bon, placebo, nocebo, je veux bien que le cerveau soit très puissant, mais à un moment donné, il faut raison garder et il faut essayer de remettre en cause le dogme. Donc, on a remis en cause le dogme, mais jusqu'à ce qu'on comprenne un peu ce que c'était que cette crise énergétique cellulaire telle que
que l'appelle Leonard Jacuzzi, tel qu'on l'appelle aussi, et voilà, appliqué au cétogène. Donc c'est vraiment qu'en fait, quand vous passez en cétogène, vous obligez votre corps à utiliser la mitochondrie. Donc là, si elle est dysfonctionnelle, eh bien ça se passe mal et vous aggravez les carences qui étaient déjà là. Sauf que quand vous êtes en glucidique, il y a la voie quand même de l'urgence. Donc la voie de l'acidose lactique, elle permet quand même de produire de l'énergie, même si le rendement est catastrophique par rapport à la mitochondrie, n'empêche que vous produisez de l'énergie. Alors que là, si vous passez en cétogène, vous forcez votre corps à utiliser les mitochondries, ça peut mal se passer. Donc ça pourrait expliquer. Moi, j'avais une des questions, ça me permet d'y répondre, c'était une des dernières où, il y avait une patiente qui me disait: «Depuis que je suis passée en cétogène», c'était une patiente assez jeune de mémoire, «je suis en aménorrhée, je n'ai plus de règles» et c'est vrai que tu me disais que tu l'avais observé. Ça m'a En étonnée, gros, mais il faut bien comprendre une chose, mais bon, là, on peut pas passer le live là-dessus parce que là, c'est énorme comme sujet et tu l'as suffisamment traité dans ton intervention au congrès de Toulouse l'année dernière, que Bruno Tourneur rappelle justement la vidéo sur les mitochondries. En fait, c'était pas c'est vraiment le vrai. sujet, mais finalement, C'est vrai que c'est bien d'appeler. il a vraiment raison. Et en gros, la seule chose à comprendre, c'est est-ce qu'on a des carences sous-jacentes ou pas? Pourquoi? Je le refais rapidement. Normalement, le sucre, comme les graisses, on est censé l'éboler dans la mitochondrie. Pour cela, la mitochondrie doit fonctionner. Les mitochondries, il y en a 1000, 2000, parfois jusqu'à 4000 dans les cellules musculaires, sont des usines de production d'énergie. Elles ont beaucoup d'autres rôles au niveau cellulaire, implication dans la mort cellulaire, dans le cancer, dans les maladies neurodégénératives, des infections, etc. Mais peu importe. Parlons là de l'énergie déjà. Et donc, ces mitochondries ne peuvent produire de l'énergie que si elles ont toutes ces vitamines, on insiste là-dessus, c'est important. Si jamais vous êtes carencé dans certaines vitamines, B1, B2, B5, carnitine, voilà, B12 bien sûr aussi, la mitochondrie ne peut pas fonctionner correctement, donc elle fonctionne au minimum, voire pas du tout. Et tant qu'on a du sucre sous forme directe ou par un excès de protéines par désamination, on va justement faire de l'acide lactique par une fermentation lactique dans la cellule, exactement comme les cellules musculaires quand vous faites un effort de force vraiment très très intense, sauf que là, elles le font parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Alors que dans la situation dont nous parlons, il y a tout à fait assez d'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, puisque c'était découvert d'abord dans les cellules cancéreuses, mais nos cellules qui ont une mitochondrie qui marche mal font la même chose, elles ont un Warburg. Et donc, ça veut dire que alors que la mitochondrie, c'est un moteur de Ferrari qui nous permet d'avancer, un truc de fou. Alors après, on peut mettre les marques que vous voulez. Moi, je ne connais pas bien les voitures, je m'en fiche. Je ne veux pas faire de polémique. Et on peut dire que la fermentation lactique, eh bien, c'est un moteur de chevaux. Bon, très bien. Mais on a quand même deux chevaux. On peut avancer un peu. Quand on passe en cétose, on ne peut pas fermenter comme on le fait avec du sucre éventuellement sur cette triche. On ne peut plus tricher, on est obligé d'utiliser la mitochondrie. Et donc, s'il y avait des carences sous-jacentes, on va les révéler, parce que là, à ce moment-là, cette fois-ci, on n'a plus que le moteur de la Ferrari, mais comme de toute façon, il était en rade, on n'avance plus du tout. Bon, juste dans le flux pour le neurologue, Parkinson et cétocarnie possible? Au contraire, c'est Oui. un des traitements majeurs, comme toutes les maladies neurodégénératives. Vous avez un très bon livre de Bernard Aranda, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les aspects nutritionnels, enfin les recommandations de menu, mais Bernard, c'est un confrère neurologue parisien qui est un précurseur en France. Il a sorti son livre en 2021, la suite de Delva Dezen. Enfin, lisez-le, ça s'appelle Le régime cétogène pour votre cerveau. C'est un très beau livre, très accessible sur le sujet. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant sur cette histoire de décompensation d'une crise énergétique cellulaire. Et ça se voit plus généralement chez les gens maigres qui ont du poids à prendre que chez des gens plus gros qui ont du poids à perdre. Alors juste, c'est vrai que j'ai quand même pas fini, on n'a pas fini la question quand même de Sandrine sur comment fabriquer plus de cétone. Donc il y a déjà le problème de la thyroïde, il y a aussi sur les macros, le cétogène, c'est vraiment du gras. Donc revoir les macros pour augmenter le gras, diminuer les protéines, c'est pas forcément drôle. Moi, je suis passée par là aussi. Il y a encore 3 mois, 2 mois, j'étais à 1 de BHB, j'arrivais pas à aller plus haut et j'ai fait des expériences et petit à petit, j'ai essayé de voir à combien je désaminais mes protéines. Il n'y a plus que les protéines qui me faisaient augmenter la glycémie, qui me provoquaient l'insuline. Et c'est comme ça que j'ai remarqué que quand je dépassais 20 grammes de protéines, c'est rien, 100 grammes de viande, et au-delà, je désaminais et je baissais mes cétones de façon faramineuse. Donc, je me suis fait une expérience qui c'était pas forcément drôle tout le temps, mais ça m'a permis de retrouver une insulinosensibilité
et j'ai passé des jours à manger 200 grammes de gras. Évidemment, à cette dose-là, il n'y a plus beaucoup de protéines, hein, il devait y en avoir entre 10 et 20 grammes par jour, ça dépassait pas ça. Et là, actuellement, je suis retourné à des doses de 4 de BHD. Là, tout à l'heure, j'avais même 5. Sans jeûne, hein? Voilà, sans jeûne, parce que évidemment j'ai testé le jeûne. Alors je suis pas allé comme Bruno Tourneur, je crois qu'il a dépassé 14 jours, je me souviens plus. Il a une dizaine sûr. Ouais, je suis allé à 5 jours complets, et ce qui était démoralisant avec le jeûne prolongé, c'est que moi j'ai commencé à augmenter mon BHB avec le jeûne qu'à la fin du 4e jour, quoi. Donc au 5e jour, j'arrivais péniblement à 3, et à la fin du 5e jour, j'arrivais à 5. Et ça a disparu, l'effet du jeûne, les bénéfices du jeûne ont quasiment disparu en 24 à 48 heures, parce que j'ai remangé trop de protéines derrière. Pourtant, c'était pas énorme, hein, les quantités. On s'est fait une côte de bœuf à 2, j'ai dû manger 250 grammes de viande, mais sur un seul repas. Donc, je pense qu'il y a encore d'autres possibilités Oui. voilà, on Là, en a abordé les Ness principales. qui nous dit: quand je fais 30 minutes de footing, j'ai l'acétonémie qui croît à 3. Oui. Dès que je dépasse les 3, je perds l'appétit, je passe en jeûne sans le vouloir. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'il va faire de plus en plus chaud, surtout au départ. Hein. Au départ, quand les cétones montent, ça coupe vraiment l'appétit, voire ça peut coller une vraie nausée. Je ne parle même pas des signes adrénergiques, hein, parfois, comme dans le cas du jeûne, alors que ce n'est pas un jeûne, mais c'est des signes vraiment adrénergiques, signes physiques d'angoisse, difficulté à respirer, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était les cétones. Voilà, donc, du coup, effectivement, toutes ces combinaisons sont utiles. L'objectif, c'est pas de ne pas manger de protéines à terme. Hein. Attention que les choses soient claires. Simplement, il faut connaître son seuil de tolérance des protéines. On avait des auteurs qui avaient fait un travail énorme, hein, Robert Atkins, qui parlait du seuil de tolérance aux glucides, donc très bien. Mais il faut aussi déterminer son seuil de tolérance aux protéines, sachant qu'il change avec le temps, avec la masse musculaire, l'activité physique, bien sûr, mais il faut savoir diminuer parfois fortement les protéines à un moment donné pour relancer une cétose, puis petit à petit, rejongler avec ça correctement. On pourrait encore en parler longtemps, mais je pense qu'on peut essayer de passer à d'autres questions. Alors, je vois dans le flux, alors ça va peut-être me faire le lien avec une question qui est un peu plus bas. Si pas de produits laitiers, quid du calcium? Alors, je reviens juste sur la question sur le calcium. Comme ça, je pense que ça va répondre aussi à cette remarque. C'était une question de Marion. Comment couvrir nos besoins en calcium supposés de 1000 milligrammes par jour quand on ne mange ni produits laitiers, ni graines, et pas suffisamment de sardines en boîte? Digestion difficile, je bois de l'épar en bouteille plastique, risque de perturbateurs endocriniens. Nos ancêtres rongeaient l'os avec leurs dents, pas nous. Une source de calcium qu'on oublie et qu'on néglige complètement, hein, c'est, pour rappel, qu'est-ce qui fait contracter les cellules musculaires? Le calcium. Voilà, donc vous mangez du muscle, vous mangez du calcium. Hein. Ce calcium, oui, si on est à 1000 mg par jour, comment on fait? Et qui a dit qu'il fallait 1000 mg par jour? Ah ben pétard, c'est l'industrie du produit laitier, Anne de Loup. Et oui, c'est ça le fond du truc. C'est-à-dire que si on se met sur ces recommandations, évidemment, la seule façon d'y arriver, c'est de manger des produits laitiers. Vous croyez qu'elles sont faites par qui, ces recommandations? Tiens donc. Et oui. Et donc, ce qui est important, c'est de voir quels sont les besoins réels. Et donc, comme je dis, 1000 mg, il faut manger des produits laitiers, ben, il aurait fallu le dire à nos ancêtres, les Inuits, les pauvres. Et effectivement, il n'y a pas de produits laitiers. Donc, il y a le bouillon d'os qui peut en amener un peu, mais c'est vrai qu'il n'en amène pas non plus des caisses. On sait très bien que c'est assez faible. C'est mieux que rien, mais c'est quand même assez faible. C'est certainement plus qu'une eau minérale quand même. Et puis, par l'alimentation, on en a. La question est-ce qu'il faut 1000 mg par jour? Oui, non. De mon point de vue, non, clairement. Deuxièmement, faut-il même 500 mg ou 400, 300 mg par jour? Ça va dépendre des antinutriments que vous consommez, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'il faut 400, 800 mg, pourquoi pas aussi 3 fois ça, de magnésium par jour? C'est pareil. Si vous mangez des antinutriments avec, vous n'allez pas l'absorber correctement. Deuxièmement, on parlait d'hyperdurèse tout à l'heure. Si jamais vous urinez plus qu'il ne le faut et que vous vous déminéralisez par des pertes rénales, à ce moment-là, vos apports, vous voyez bien, on est obligé de les augmenter artificiellement avec une complémentation, avec des suppléments. Donc, c'est surtout ça. Il faut raisonner en apport, par la bouche bien sûr, en digestion-absorption. Est-ce que ça va être biodisponible ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça va se retrouver dans le sang, cette histoire-là? C'est bien beau de le manger. Et puis, troisièmement, est-ce qu'on va pouvoir le garder un peu dans le sang ou est-ce qu'on va l'uriner très vite? Bon, après, il y a encore d'autres mécanismes, mais ce sont les principaux, disons. Donc, conclusion, quand on regarde des choses solides, contrairement à ces recommandations, donc c'est-à-dire typiquement les Inuits, en mangeant essentiellement du mammifère marin, ils faisaient du bouillon d'os, il est vrai,
Ben, juste avec ça, globalement, ils s'en sortaient extrêmement bien, puisqu'ils avaient un travail extrêmement physique, je rappelle, hein, et dans des conditions extrêmes qui ne sont pas propices à l'anabolisme musculaire, ni à l'anabolisme osseux d'ailleurs. Très bien. Donc pas besoin de ces apports en calcium des produits laitiers, surtout pas. D'ailleurs, il y a même des études qui tendent à montrer que dans un certain nombre de cas, on ne sait pas, ça diminue pas le calcium plus qu'autre chose. Bon, enfin bref, c'est des études un peu foireuses, on ne sait pas. Je me pose la question suivante. Claudie, qui revient sur les crampes nocturnes. J'ai des crampes nocturnes, Ouais, je c'est un me suis problème mise à ça. manger du sel, mais elles perdurent. Quelle quantité de sel préconisez-vous? Je suis en low carb. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est que globalement, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est que ça rejoint la première question, Oui. c'est-à-dire qu'il faut faire des bilans de temps en temps, même simples, hein, déjà faire ionogramme élargi au niveau du sang, pareil sur des urines de 24 heures, on regarde ce qui part dans les urines, ça nous aide à mieux comprendre des résultats du sang qui peuvent être faussement normaux, hein. Combien de fois on peut voir un magnésium qui a l'air normal dans le sang, alors on le fait en intra-érythrocytaire, il est encore plus souvent normal, donc du coup ça nous aide encore moins, ça c'est encore une illusion. Et par contre, quand on le fait concomitamment avec des urines de 24 heures et qu'on essaye de voir sur des calculs au niveau des ionogrammes sanguins et urinaires, là, on peut commencer à avoir des choses intéressantes. Bon. Donc, il faut se méfier des pertes. La première des choses à faire, c'est essayer de monter le sel s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, hein. Je rappelle quand même que le sel, dans les rares contre-indications, il y a quand même ça. Deuxièmement, oui, effectivement, du magnésium, bien sûr, du magnésium, mais si vous prenez du magnésium sans augmenter le sel, ça vous tient 4 heures. Au bout de 4 heures, votre magnésium, vous l'avez uriné. Donc, c'est mieux que rien, mais il faut du sel aussi. Donc, Alors, on peut rappeler en moyenne combien on perd de sel par jour dans les urines? En moyenne, hein, disons que s'il n'y a pas de problème. entre guillemets, normalité, la plus fréquemment observée chez des gens en bonne santé, c'est plutôt autour de 9 grammes d'équivalent sel. Je ne parle pas de sodium, je parle de sel sur des urines de 24 heures. Vous divisez votre sodium par 17, vous obtenez l'équivalent sel de table. Bon, voilà. Et là, effectivement, ça nous donne une idée. Donc, est-ce que vous consommez déjà plus ou moins de 9 grammes? Après, on peut être amené à uriner moins de 9 grammes sur des cétoses adaptées depuis longtemps. C'est vrai, hein, le corps s'adapte de plus en plus, il gâche moins quelque part, hein. Mais bon, il n'empêche qu'il faut quand même être sensible à ça. Donc oui, typiquement les crampes nocturnes, c'est épouvantable. En plus, ça vous fait monter le cortisol la nuit alors que les gens font plein d'efforts pour le sommeil. C'est pas de chance, quoi. Donc effectivement, moi je suis pour mettre du magnésium dans la journée, mais y compris au moment du coucher, sur un bon magnésium, un bisglycinate, quelque chose comme ça. Un magnésium de chez David, par exemple, puisqu'il était là. Très bien. Et donc, prenez un bon magnésium, pas Ah, forcément. bonsoir Salomé. Hey, coucou, ouais, bah dis donc, il y a tout le monde ce Voilà, soir. c'est ça. Génial. Bon, on a fait ta pub, mais tu n'étais pas là. Et voilà, donc magnésium au coucher et puis du sel toute la journée. J'ai vu un témoignage intéressant. Si vous le tolérez, hein, tout le monde ne tolère pas, ça peut faire des aigreurs d'estomac, mais si vous tolérez de consommer de l'eau salée dans la journée, ça peut être intéressant. Dans votre verre d'eau, vous mettez une cuillère à café à raser de sel et ça permet du coup de faire des apports un peu lissés. Voilà, je pense que c'est intéressant. Alors, question de Caroline. Sous hormonothérapie depuis 10 mois suite au cancer du sein, je suis sous cétogène depuis 6 mois. Ma question, je n'ai pas encore perdu de poids, mais surtout je vois bien que mon énergie à l'effort est encore très très faible. Ma cétonémie à jeun est rarement au-dessus de 1. Est-ce que la crise énergétique que je traverse, et qui je l'espère va s'améliorer bientôt, est possiblement dangereuse pour mon organisme, surtout vis-à-vis d'éventuelles récidives de cancer? Alors ça, c'est une question pas évidente. Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Est-ce qu'on parle de thérapie métabolique du cancer? Est-ce qu'on parle déjà du keto, un keto bien formulé, comme disait Volek et Finet, un keto carni, keto carniflex, pour essayer de maximiser ses chances? Bon, c'est pas ça. Dans la question, il y a la notion déjà de cétogène depuis 6 mois et la question de l'hormonothérapie qui vient se rajouter. Donc, l'hormonothérapie, ça reste une question compliquée, hein. Bon, mais on ne va pas la traiter ce soir, c'est pas possible. Si on parle déjà de l'alimentation, si on se sent faible et fatigué, donc il y a la dénutrition, mais visiblement il n'y a pas de perte de poids, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est pas tellement la dénutrition, semble-t-il, au sens de la perte de poids, mais c'est la dénutrition quand même, je pense, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Il faut savoir que différents traitements du cancer vont carencer, peuvent carencer également parce qu'ils abîment le tube digestif. Donc, du coup, évidemment, on a une espèce de leaky gut, on a une espèce d'inflammation de la paroi intestinale qu'on peut parfois bien voir sur des marqueurs.
avec des sécrétions massives, ce qu'on appelle les IgA sécrétoires, des anticorps donc particuliers. Et donc là, à ce moment-là, on voit bien que la muqueuse en fait est brûlée quand il y a eu des chimios. Alors, y a-t-il eu chimio classique ou pas avant? J'ai pas ce détail. L'hormonothérapie peut provoquer des problèmes, mais voilà. Donc il faut bien comprendre qu'au niveau de la digestion, ça va être beaucoup digestion-absorption, hein, ça va être beaucoup plus compliqué. On va se carencer. Et effectivement, je le vois quand je supplémente des gens qui sont en chimiothérapie, que je supplémente avec des vitamines, eh bien, en chimiothérapie, on voit qu'ils n'absorbent vraiment pas bien. Quelqu'un disait tout à l'heure, oui, j'ai l'impression d'uriner les compléments. Oui, bien sûr, quand on prend de la B2 à forte dose, on urine jaune foncé, jaune fluo, sinon ça veut dire qu'on n'a pas pris de B2, hein, qu'elle n'a pas été absorbée, hein. Donc oui, c'est D'ailleurs, il y en a normal. beaucoup dans le foie, hein, puisque quand on voit les Voilà. urines de notre fils, par moment, Voilà. Et elles le sont foie, jaune si vous fluo. mangez une bonne quantité de foie pas trop cuit, vous allez avoir pas mal des urines très. Alors, il y a à la fois l'effet lié à différents pigments qui sont présents dans le foie et il y a aussi la B2 active, hein, sous forme de FMN, FAD. Donc, c'est tout à fait normal, hein. Et c'est pour ça qu'on en met des doses importantes parce que précisément le corps va en éliminer une certaine quantité. Donc, pour revenir à cette situation, il faudrait pouvoir faire un bilan de vitamines, vérifier qu'on est au moins sur les normes du labo, sur le quart supérieur, sur les normes de vitamines, déjà ça, vérifier au niveau des minéraux classiques, déjà zinc, cuivre, sélénium, le calcium ionisé dont on parlait tout à l'heure, un magnésium, tout ce qu'on a dit au niveau hydroélectrolytique, donc c'est-à-dire les minéraux. Et puis avec ça déjà, ça devrait être pas mal. Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi une problématique, c'est que, OK, donc quand on passe par la mitochondrie, on va aggraver la crise énergétique cellulaire. Donc la question, c'est est-ce que, bah, du coup, je vais abîmer mon corps avec ça? Mais c'est quoi l'autre solution, du coup? C'est de passer par le glucose. Donc le glucose et le cancer, je veux dire, plus de 95 des cancers sont liés à l'insuline, sont liés au sucre. Donc après, on est sur ce combat où le cancer, c'est une course contre la montre et il faut vraiment écraser l'insuline avant que le cancer, il prenne le dessus et qu'on n'ait plus la main. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un stade, le cancer, il en a plus rien à faire que vous mangiez plus de sucre. Parce que lui, il arrive à faire sécréter de l'insuline, indépendamment de notre volonté. Ouais, voilà. Donc je réponds juste là. Le foie peut être toxique si trop consommé. Si vous parlez du foie des ours polaires, effectivement, avec quelques guignols européens qui ont mangé le seul foie que les Inuits ne mangeaient pas, oui, vous avez raison. En dehors de ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous avez en revanche une étude solide qui le montre, mettez-nous le lien, je jetterai un œil et le cas échéant, je réviserai mon avis. Mais à ma connaissance, non. Le foie trop consommé, je n'ai aucune étude là-dessus, y compris sur les données chez la femme enceinte de la FDA, où c'est pas mal surveillé, même si je n'aime pas la FDA, mais là-dessus, quand il s'agit d'interdire des compléments alimentaires ou autres, ils sont très, très forts, préfèrent les médicaments. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez une étude sérieuse sur le sujet, mais à ma connaissance, non. D'ailleurs, certains parlaient de la paléomédicina, on peut en manger tous les jours, hein. Sophia Clémence peut en faire manger tous les jours pour améliorer des situations. Voilà. Et donc, oui, effectivement, l'objectif, c'est quand même de baisser l'insuline. Ça fait le lien avec une question, fameuse question, est-ce que le low carb, le cétogène, c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient un peu extraterrestres et qui, du coup, ne pourraient pas bénéficier de ce régime? Bon, j'ironise un peu, mais oui, de mon point de vue, bien sûr que c'est pour tout le monde, mais pas forcément de la même façon au départ. C'est-à-dire, on a parlé de la crise énergétique cellulaire, on a parlé de personnes particulièrement dénutries, qui ont leurs mitochondries qui sont comateuses. Chez ces gens-là, ça va mal se passer au début. Et vous avez beau forcer le gras, ça va pas marcher mieux, hein. C'est pas parce que vous allez prendre 200, 300, pourquoi pas 600 grammes de graisse par jour, ça ne va pas aller mieux. Il faut bien comprendre que ce pas des mitochondries qui dorment parce qu'elles ne veulent pas faire de l'acétose, ce sont des mitochondries qui sont souffrantes. Donc tant qu'on n'a pas réglé leur maladie à elles, c'est-à-dire leur carence, ça ne va pas marcher. C'est clair et net. Donc ça, c'est un point important. Alors après, on peut faire des cétones tout en ayant des mitochondries déficientes, mais là, on va surtout pas rentrer là-dessus ce soir parce que j'en ai pour 1 heure. Mais on peut passer par le peroxysome probablement pour faire des cétones. Donc c'est pas parce qu'on est cétoproducteur que l'on est céto-adapté et qu'on peut utiliser correctement ces cétones au départ. Et si on ne le peut pas, il y a des symptômes de crise énergétique cellulaire énormes. En revanche, si on n'a pas de symptômes, et c'est là que du coup la mesure de la cétonémie devient fiable à partir du moment où les symptômes sont corrects, quoi. Il n'y a pas de mauvaise tolérance clinique. Donc oui, c'est pour tout le monde, et pour la simple et bonne raison que c'est le régime de nos ancêtres, de tous nos ancêtres. Lisez Mickey Bendor, lisez Jean-Jacques Hublin, lisez qui vous voudrez, peut-être pas Yves Coppens. Et donc, voilà, vous allez tomber sur ce pourquoi on a dit qu'Homo sapiens était carnivore obligatoire, virgule, omnivore facultatif.
On est obligatoirement carnivore, ça plaît pas, c'est même des véganophiles qui le disent, c'est pas moi, et on est omnivore facultatif. Et à l'époque, la graisse était tellement importante que les cétones étaient très élevés, et c'est pas pour rien que l'enfant, quand il est fœtus, puis lorsqu'il est allaité, est en cétose avec des chiffres qui tournent volontiers autour de 3 de BHB. Donc, vous voyez un petit peu pourquoi, parce que c'est indispensable pour la fabrication de votre cerveau, de vos neurones. Donc, non seulement nous sommes tous faits pour, mais personne n'est fait pour autre chose. Certes, on peut tolérer d'autres choses, mais on en paye le prix tôt ou tard. Bon, j'avance un petit peu sur les questions. Alors, il y en a une de Catherine. Je suis en cétogène depuis plusieurs mois. Je suis surprise de ne pas arriver à perdre du poids malgré tous les changements concernant l'alimentation. Et pour le sommeil, c'est légèrement mieux, mais pas encore top. Pourriez-vous me dire combien de temps pour avoir des résultats? Je continue le sport et les compléments alimentaires. Alors ça, c'est une vaste question parce que combien de temps? Là, on nous demande de sortir notre boule de cristal. Et ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ça, c'est la question prototypique en psychiatrie. Docteur, en combien de temps je vais guérir? Non, mais en même temps, c'est une question qu'on comprend. On serait la première à la poser, il ne faut pas se leurrer. Mais malheureusement... Voilà, donc premier point, la perte de poids déjà en cétogène. Alors là, il y a une histoire aussi des apports. Là, on n'a aucun détail sur les apports. J'ai même pas de détails sur les valeurs de cétogène parce que le problème, c'est qu'il nous faut aussi les valeurs de cétose. Moi, au début où j'ai commencé le métabolique, je pouvais laisser les patients gérer avec des macros. Et puis on arrivait à 6 mois de suivi, 1 an de suivi, oui, mais ça marche pas. Oui, mais ça tombe bien, je sais pas si vous êtes en cétose. Si, je mange ça, ça et ça. Non, on vous a expliqué. La définition du cétogène, ce n'est pas une définition qui est basée sur les macros, c'est une définition biochimique et il me faut les valeurs de la cétose. Je ne mange plus un sucre depuis des années, et je n'étais plus en cétose. Donc comment j'aurais pu le savoir si je ne m'étais pas mesuré? Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Il suffit qu'il y ait une hypothyroïdie qui traîne dans le coin, qu'il y ait un terrain un peu auto-immun. En plus, quand on passe en cétogène, parfois on le fait avec des oléagineux parce que c'est plus facile. Donc, on se gave. Moi, j'ai eu cette période aussi. Elle n'a pas duré parce que j'ai tellement mal toléré que c'était vite réglé. Mais voilà. Et donc, on peut prendre la poudre d'amande, la poudre de noisette parce que ça apporte du gras. Si on choisit bien, ça apporte pas beaucoup de sucre. Donc, du coup, c'est intéressant. Bon, pour ceux qui aiment, c'est excellent au départ. Voilà, et puis les choses finissent par se gâter parce qu'on va surstimuler ou détraquer le système immunitaire. Moi, c'était sur des allergies. Quand j'en étais à 3 antihistaminiques, que je choisissais de 3 familles différentes pour bloquer la cascade de la réaction histaminique, je me suis dit, bon, il y a quand même un problème. Bon, voilà, donc il y a ça aussi, c'est peut-être des erreurs du début du passage en cétogène qui peuvent donc augmenter une thyroïdite d'Hashimoto qui aurait été déjà présente. Enfin, voilà, il y a quelques pièges quand même. Sur lesquels il faut faire attention selon le terrain sous-jacent. C'est toujours la même chose. Peut-être une solution pour aider pour la perte de poids, je sais que c'est assez radical, mais passer par une surconsommation de gras, toujours le manger en premier, déjà, ça va activer la satiété. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent: «Mais docteur, j'ai envie de vomir». Oui, c'est la satiété, en fait, et ça, on l'oublie parce qu'on n'a jamais ça avec les protéines ni les glucides. Il n'y a que le gras qui peut nous faire ça, et cet écœurement, cette envie de vomir, ça fait partie de la satiété, et c'est vrai que c'est vraiment paradoxal, mais moi, j'ai eu des périodes où plus je mangeais du gras, plus je perdais du poids. Donc à l'extrême, aller jusqu'à que du gras, et voyez vraiment si vous perdez pas du poids. Ça peut être une piste, et le rapporter par rapport au BHB aussi, à la cétogénèse. D'ailleurs, est-ce que ça fait augmenter le taux de cétone? Là, je sais pas à combien vous êtes, mais si vous tournez autour de 1, comme on observe souvent quand on n'arrive pas à avancer, ça n'arrive pas à faire bouger. Attention, 1 c'est déjà très Oui, bien. Le 1 oui. le matin à jeun, c'est significatif, c'est-à-dire qu'on est en cétose la plupart du temps. Je parle chez quelqu'un qui est déjà un petit peu céto-adapté, c'est-à-dire, disons, première étape de céto-adaptation, c'est-à-dire ça fait déjà quelques mois, il n'y a pas de gros signes d'intolérance, ça se passe bien, au bout d'un mois ou 2, être à 1, c'est déjà très bien. Après, si on veut être sur un régime cétogène thérapeutique, et parce qu'il y a une hyperactivité, un TDAH, parce qu'il y a une maladie neurodégénérative, parce que, quelle que soit la raison, là, c'est vrai qu'on monte beaucoup plus. Moi, je monte vite à 3 au minimum chez la femme et à 2,5 chez l'homme. Et puis parfois, surtout dans des thérapies métaboliques du cancer, on conseille aux gens, ce que disent Seyfried et D'Agostino en tout cas, c'est de monter, et même d'écraser la glycémie en miroir avec le GK Index qui ne peut être utilisé que à ce moment-là. Sinon, c'est stupide de l'utiliser, ça ne marche pas. Mais dans cette situation-là, c'est intéressant. Il faut monter
du 3, du 4, du 5 si on peut, hein. Mais bon, là, ce sont des cas un peu particuliers. C'est vraiment du cétogène thérapeutique. Bon. Question suivante. François, est-il possible de conjuguer diète cétogène et jeûne intermittent d'un point de vue protéique? Vous étiez, il me semble, en OMAD à un moment donné, donc un repas par jour. Mais si je m'y essaye, soit je suis en fort déficit protéique, soit j'avale l'équivalent de 90 à 100 grammes de protéines pures et je fais une belle glycogénolyse dans les heures qui suivent. C'est encore plus visible si par exemple je répartis les apports de la journée sur 2 repas et non 3 comme j'en fais habituellement. Plus de cétone dans le sang après digestion du second repas. Voilà. Là, peut-être déjà, tu voulais corriger sur la partie glycogénolyse. C'est pas glycogénolyse. La glycogénolyse, en fait, c'est faire monter la glycémie en utilisant le glycogène stocké. Donc, si c'est après un repas, c'est pas ça. Si c'est après un repas, c'est plutôt un repas protéiné, c'est plutôt une désamination. Donc, en fait, c'est une création de glucose à partir d'une source qui n'est pas glucidique, et donc, en l'occurrence, une néoglucogénèse d'origine protéique. Ouais. Disons, le OMAD, ça peut avoir plein d'intérêts. On peut en reparler aussi dans les prochains lives. On peut garder des questions, parce que ça pour le coup, c'est une question qui mériterait une réponse un peu développée. Bon, déjà, à la base, on peut conjuguer diète cétogène et jeûne intermittent. Au contraire, on bien va sûr, booster c'est d'autant plus facile. C'est d'autant plus facile quand on est en cétogène, on est en cétose d'apport, mais du coup, quand on passe de la cétose d'apport à la cétose de déstockage, ça se fait beaucoup plus facilement. Prenez l'exemple là, de Christian dont je vous parlais, qui va faire son vélo, qui épuise ses batteries, il est obligé d'avoir une deuxième batterie derrière pour faire ses 2500 mètres de dénivelé positif, bon, avec une aide minimale. Bon, voilà, lui, petit déjeune le matin avant de partir. Je lui demande comment tu fais. Moi, je ne pourrais pas, je vais tout vomir, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est son choix et ça se passe très bien et il rentre le soir. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est tapé la journée. On sait qu'à un moment donné, il est passé d'une cétose d'apport à une cétose de déstockage. Et d'ailleurs, il y a qu'à avoir ses cétones le soir en rentrant. Voilà. Merci Ali, c'est super gentil. Plaisir d'avoir des nouvelles aussi indirectement. Bon. Juste au-dessus, tu n'as pas lu juste au-dessus. Un breton que tu connais un peu. J'ai pas vu. Non, mais tu l'as fait juste là. Ah, d'accord, ah bah oui, excellent. Très bien. Bon, ça fait plaisir, tout le monde. La Bretagne, à côté de l'Australie, tout le monde. Bah, dis donc. Ok, super. Donc, du coup. On se laisse distraire là par le flux. Allez, restons focus. Donc, et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donc c'est beaucoup plus facile de passer d'une cétose d'apport à une cétose de déstockage. Et c'est pour ça que c'est toujours plus facile. Et j'ai toujours été admiratif des gens qui pouvaient jeûner parfois plusieurs jours, une semaine, parfois 2 semaines, et qui mangeaient des glucides, et encore plus ceux qui faisaient du jeûne intermittent, qui faisaient parfois du jeûne en jour alterné, vous savez, l'ADF, alternate day fasting, en mangeant des pâtes les jours où ils mangeaient. Pour ça, je trouve que c'est très difficile. Parce que ça fait des cravings, on est mal. Donc oui, bien sûr, c'est facile de le faire. Après, il faut jongler un peu sur l'apport protéique. Il ne faut pas que ce soit trop déjà en totalité et pas trop d'un coup. C'est le risque du OMAD. Moi, ça m'allait bien à l'époque où je digérais mal et j'absorbais mal les protéines, sauf que je ne le savais pas. Je l'ai su plus tard et donc j'ai dû diminuer mes apports de viande parce que là, je peux vous dire que du coup, il y a tout qui passe dans le sang, il n'y a plus de problème. Mais ça n'a pas été comme ça depuis le départ. Et donc, en ce sens, le OMAD, néanmoins, ça peut avoir d'autres intérêts, donc il ne faut pas non plus le bannir. C'est juste qu'il y a quelques pièges potentiels avec le shoot de protéines, surtout s'il a lieu le soir. Bon, voilà. Mais ça peut être intéressant, hein, attention. Alors, Justine, que pensez-vous des champignons adaptogènes en termes de supplémentation? Lion's mane, le cordyceps, le chaga très connu. Personnellement, je ressens un regain d'énergie, une stabilité de celle-ci qui est notable. Donc, ça, c'est intéressant, effectivement, et c'est pas pour rien que ces champignons ont été étudiés, c'est parce que il y a quand même des effets présumés chez certaines personnes. Je pense que ça peut être logique. Après, ça ne veut pas dire que ça marche chez tout le monde. Le problème, c'est que le côté adaptogène en fait ressortir le côté druide. C'est-à-dire, je vais aller chercher la molécule, enfin, chercher la plante magique qui va faire des merveilles. Parce qu'il faut bien savoir que la nature est très conne quand même, et que les plantes sont quand même vachement plus intelligentes que ce qu'ont fait les espèces animales. Et donc, du coup, en mettant une plantouille par-ci, une plantouille par-là, on fait mieux. Bon, je fais de la provoque, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être intéressant en termes de thérapeutique. Je rappelle que la plupart des médicaments, à la base, sont d'origine soit végétale, soit d'origine microbienne, soit bon. Pour traiter quelque chose, pour une situation pour laquelle on n'aurait pas d'autre solution, je pense que c'est intéressant. En revanche, si on peut essayer de faire autrement, je pense qu'il est mieux de s'en passer. Une des raisons majeures, outre cette réflexion purement évolutionniste et via negativa, une raison majeure là-dessus, c'est regarder la composition. Prenez le chaga, par exemple.
regardez ce que ça contient d'acide oxalique, l'histoire. Donc en fait, il faut bien comprendre que les champignons n'ont jamais été l'ami de l'homme. Encore une fois, on a un psychiatre. Même les morilles. Oui, non, c'est pas. On C'est peut pas aimer parce les que champignons, la c'est saison- pas la question. Je dis juste que les champignons ont des toxines particulières. Vous savez très bien que même d'excellentes morilles, si vous les mangez sans les cuire assez, ah bah oui, il faut les cuire. Bah, si c'était inoffensif, il n'y a pas besoin de les cuire. Allons. Donc s'il faut les cuire pour les manger, c'est bien qu'il y a un problème quand même. Elles ne veulent pas que du bien. Donc en fait, les champignons, je m'en méfie un peu parce que c'est vrai qu'on a eu des cas de maladie de Charcot, de sclérose latérale amyotrophique. Bon, ça c'était que le gyromite, fausse morille. Puis il n'y a pas que ça, il y a des hépatites fulminantes. Donc Bon, il bref. faut se méfier des champignons Ce ne sont pas d'une des- façon générale. Après, prendre à visée microbiote, à visée antibiotique sur surtout des moisissures telles que le préconise Donatini, du coup aussi Renaud Roussel. Pourquoi pas? Pourquoi pas pendant un temps raisonnable, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça me va. Puis après, on réévalue, voir si ça a marché. En revanche, ces champignons-là, j'y suis pas trop favorable. Après, s'ils apportent un mieux, tant mieux. Dans ce cas, il faut quand même aller vérifier l'acide oxalique sur une de 24 heures quand même de principe. Et puis vérifier qu'il n'y ait pas trop de perturbations hormonales au niveau thyroïdien, notamment sur des bilans complets stéroïdiens et thyroïdiens essentiellement. Voilà, ce serait plutôt ça que je vous conseillerais. Voilà. Alors, je vois passer quelques commentaires. C'est vrai que j'aime bien la question cétogène ou carnivore. Moi, j'ai envie de dire, et pourquoi pas du cétogène carnivore. Oui, non, c'est vrai que ça, mais ça aussi, on en reparlera une On en prochaine fois, parlera. parce que ça, c'est un vrai sujet, c'est hyper intéressant, cela dit. Il y a toutes les nuances. Donc, Oui, bon. puis surtout, voilà, j'avais quand même. Et d'ailleurs, quelques nous, on utilise du questions. carni non cétogène justement pour céto-adapter les personnes lorsqu'elles veulent bien commencer par du carni. Si ce n'est pas possible pour elles, eh bien à ce moment-là, on y va plus progressivement et on maintient des glucides sous forme d'un low carb avec du riz bien blanc, par exemple, le temps d'eux. Voilà, justement par rapport à cette fameuse crise énergétique cellulaire dont on parlait tout à l'heure. Toujours pareil. Voilà, alors j'ai quand même une question psychiatrique de fan. Avez-vous des détails sur comment envisager et comment effectuer le sevrage d'un médicament psychiatrique pour un patient en régime cétogène thérapeutique? Au bout de combien de temps de céto commencer à réduire? Quelle courbe suivre pour la réduction de la dose du médicament? Mais non, c'est pas une question, on en C'est avait ça. une question là. Le céto doit-il être suivi à vie tous les jours au risque de rechute? Alors, si on se base sur la première. Bon appétit. Alors la première, d'un point de vue psychiatrique, on va avoir un problème par rapport au médico-légal. Donc ça va dépendre de la pathologie psychiatrique, mais quand on est sur une pathologie de type psychose ou trouble bipolaire avec des compensations maniaques qui ont nécessité des hospitalisations, là on rentre sur un domaine où il faut marcher sur des œufs parce que vous rentrez dans le domaine institutionnel. Et souvent, s'il y a une hospitalisation sous contrainte, là, on n'est plus du tout dans la même psychiatrie. Et d'abord, le premier objectif, ça va être de monter patte blanche au psychiatre du conventionnel de l'hôpital, parce que finalement, la contrainte, c'est terrible en psychiatrie. Ça vous met comme un casier judiciaire, comme si vous êtes fiché, quoi. Vous êtes fiché et vous n'êtes pas fiché pour un délit, mais en fait, vous êtes fiché et quelque part, la psychiatrie va avoir peur et va sortir le parapluie pour se protéger. Donc, ce qu'on appelle le parapluie médico-légal. Donc, la première des choses à faire, ça va être de montrer patte blanche, comme je disais, et pour moi, ça veut dire au moins 1 an sans rechute. Parce que ces hospitalisations-là, elles sont dramatiques, hein. Ça a été une partie que j'ai à la fois adorée et détestée. Je l'ai adorée parce que j'étais vraiment au cœur de la psychiatrie et je l'ai détestée parce que par moments, il faut aller vite soulager les gens. Quand ils se mettent à délirer, quand ils sont en phase maniaque, en fait, c'est des gens qu'il faut arrêter. Il faut couper le son et l'image le plus vite possible. Donc ça peut paraître barbare, mais au plus vite on leur donne des médicaments très très forts et c'est pour ça que je renie pas tous les médicaments, même si j'ai fait une thèse de pharmacologie et qu'aujourd'hui je ne veux plus prescrire de médicaments. En phase aiguë, dans l'urgence, ça peut sauver des vies. Et là, en l'occurrence, ça peut aussi sauver, pas que des vies, parce que les gens qui sont en crise psychotique, délirante, maniaque, ils se mettent en danger eux, mais ils mettent aussi en danger les autres. Alors là, je vous raconte même pas quand il y a une mise en danger d'autrui, on rentre dans un type de contrainte qui est encore plus grave. C'est une contrainte judiciaire. Voilà, et alors celle-là, on n'en sort pas. Hein. Globalement, on n'en sort pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Toujours est-il que quand on est hospitalisé sous contrainte, sur des tableaux comme ça, la première des choses, ça va être d'être en rémission pendant au moins 1 an. Toi, tu lis des commentaires qui te font rire. Non, mais il y en a qui font des blagues dans les commentaires. Sur la psychiatrie? Non, pire que ça. Ils attaquent des confrères. Bon, allez, je dis rien. Bon, et donc pour moi déjà, le premier objectif, ça va être d'être en rémission.
Pour moi, c'est tout à fait possible, mais pour ça, il faut le lecteur de BHB qui va nous certifier qu'on est en cétose. En gros, la cétose en psychiatrie, là, sur des tableaux comme ça, c'est la zone thérapeutique. On sait si on est en zone efficace, si on est en zone thérapeutique. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour moi, le patient, il s'autonomise et il n'a plus besoin du professionnel de santé, il n'a plus besoin d'aller voir son psychiatre tous les mois pour se faire sa prise de sang, pour aller doser le médicament, ce qu'on appelle le STP, le suivi thérapeutique pharmacologique. Il prend tel psychotrope, on va aller le doser dans le sang pour voir s'il y a bien le psychotrope dans le sang. Quand on fait un régime cétogène thérapeutique dans ces cas-là, en psychiatrie, pour moi, ça va être ce qu'il y a de plus redoutable parce qu'on s'autonomise et tous les jours, nous, on le fait à titre personnel, tous les jours, on peut se mesurer le BHB. Donc là, je sais que je suis en zone thérapeutique depuis 3 semaines, depuis que j'ai fait des changements alimentaires et avant, je ne l'étais pas, je le savais aussi. Et donc, quand on est en zone thérapeutique, déjà depuis plusieurs mois, alors je dis 1 an, c'est très fort 1 an, mais parce que là j'ai pris l'exemple le plus grave en psychiatrie, c'est l'hospitalisation sous contrainte. Mais quand on n'est pas dans ce cadre-là, bah déjà 3 mois de cétose, ça vous assure que vous êtes céto-adapté et vous êtes imprégné et pour moi, c'est comme s'il y avait l'effet d'un médicament, mais c'est bien plus puissant puisque c'est ce qui est naturel. D'ailleurs, je vous recommande pour tous ces cas-là de psychiatrie, de vraiment lire le livre de Georgie Haïd, parce qu'elle commence par ça, par des pathologies psychiatriques bruyantes. Des gens, en fait, ça mime un petit peu l'épilepsie. Moi, j'aime bien faire le comparatif. C'est des cerveaux qui s'emballent et les gens perdent pied. Et donc, on a comme une hyper-excitabilité. Donc, c'est marrant parce qu'on peut avoir, du coup, les 2 aspects. L'insulino-résistance avec un cerveau qui ne fonctionne plus, des gens qui n'arrivent plus à se concentrer, qui n'arrivent plus à penser, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui ont des troubles de la mémoire, qui n'arrivent plus à fonctionner du tout. Et en fait, quand on leur fait un PET scan, le cerveau, il est éteint, en gros. Il n'arrive plus à... La schizophrénie, pas totalement. Hein. Oui, non, mais... Sur certaines zones, certaines sont justement hyper excitées, comme tu le disais. Oui, mais là je voulais juste faire le parallèle que, en fait, on peut avoir à la fois un cerveau qui est éteint, qui hypofonctionne, et à la fois un cerveau qui est hyper excité et qui dysfonctionne à l'inverse. Ouais, tout à fait. Et sur le PET scan, on a du coup des zones d'hypométabolisme et on a des zones d'hypermétabolisme. Donc, si vous regardez, si vous tapez sur YouTube PET scan cérébral, en fait, du coup, si les couleurs sont très pâles, c'est des couleurs qui sont foncées. Donc, ça, c'est des zones qui ne fonctionnent plus, d'un point de vue métabolique. Attention, ça ne veut pas dire que ce soit irréversible. Et puis, des zones, effectivement, qui surfonctionnent, notamment sur les zones des hallucinations auditives. Donc, le cortex auditif, typiquement, c'est assez typique. Donc, pour essayer de terminer de répondre sur la question qui était comment effectuer le sevrage d'un médicament psychiatrique, quand on est dans ce cas de figure-là extrême, et si j'ai pris ce cas de figure-là, c'est parce que j'ai quand même quelques patients dans ce cas de figure-là qui me posent la question. Donc, au moins, comme ça, j'ai répondu pour eux. Là, la première des choses, c'est qu'il faut être en rémission depuis au moins 6 mois. Et puis après, il faut harceler son psychiatre pour lui dire « je ne fais pas de crise ». Je veux diminuer les médicaments, c'est pas compatible avec ma vie, c'est pas compatible avec mon fonctionnement, je veux me remettre à travailler, parce que dans ces cas de figure-là, évidemment, les traitements sont très lourds et sédatent les gens, les fatiguent, ils ressemblent à des zombies et c'est pas drôle de vivre comme ça. Pour moi, c'est pas une vie. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si ça vient pas de vous, la démarche de harceler le psychiatre pour qu'il diminue les traitements, ça viendra pas de lui. Parce que dans des cas extrêmes que je viens de prendre, il y a le côté médico-légal et il veut se protéger. Donc, tant que vous avez le traitement, lui, il est couvert. Donc ça, c'était pour les cas extrêmes. Pour les cas un petit peu moins extrêmes, c'est-à-dire, je prendrai l'exemple des dépressions ou des troubles de l'humeur sans hospitalisation sous contrainte. Comment effectuer le sevrage? C'est quand même pareil. Il me faut un temps, pour moi, de rémission, sans rechute. Et couramment, on dit quand même que quand on démarre un antidépresseur, il faut au moins le garder 6 mois, vous voyez, pour éviter la rechute. Donc, je serais partie sur cette base de 6 mois. Et après, par contre, là où c'est compliqué, c'est en fait, si vous n'êtes pas sur le modèle de la psychiatrie institutionnelle, vous connaissez comment ça marche. C'est-à-dire que vous ne retournez pas voir le psychiatre et personne ne va venir vous chercher. Tout le monde s'en fiche. Donc après, c'est vous qui pouvez vous autoréguler. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux qui veut toujours avoir un suivi, oui, faites-le avec le psychiatre. C'est important. C'est important de toujours garder un lien. Mais après, le psychiatre, c'est toujours pareil. Il faut que ça vienne de vous. Vous disiez, je veux arrêter le traitement. Je vais bien. Je veux vivre sans médicaments pour qu'il vous accompagne dans cette démarche.
Maintenant, moi, les patients que je vois dans ce cas de figure-là, la plupart, ils ont fait ça dans leur coin. C'est pas forcément la bonne Ouais. solution parce que le risque, en fait, quand on arrête seul un traitement, le risque, c'est surtout le rebond. Le rebond, la rechute. Quand on est dépressif, la rechute, dépressive assez rapide. Mais par contre, évidemment, les traitements, ça s'arrête progressivement. Ouais, très progressivement, plus que ce que je faisais, hein. Je me suis fait Comment tu faisais, toi? moi, j'y allais un peu vite, hein, parfois, ça dépend. Quand la cétose était bien installée et bon, ça a pas toujours, sur le coup, ça marchait bien, puis 3 mois plus tard, ça marchait pas toujours. Donc, je me suis fait un peu tacler, là, je me suis fait remettre un peu à l'heure et bon, j'étais un peu impatient, hein, bon, donc maintenant, c'est toi qui fais. Oui, en tout cas, moi, mon accompagnement, C'est c'est mieux. que je viens toujours en plus d'une prise en charge. Je viens pas me substituer à une prise en charge et donc derrière, je coach aussi les patients, hein, pour leur dire comment faire pour la prise en charge classique, pour évoluer dans la prise en charge classique. Je le connais par cœur, ce milieu, mais ça peut pas être moi qui prends la place de la personne pour une raison, toute bête, hein, sur certaines pathologies, en distanciel, en téléconsultation, c'est impossible. Il y a une urgence, il y a une crise suicidaire, je suis pas à côté. Tout ça pour dire que, si je résume, hein, c'est moi Oui, qui pardon, résume si pour je résume ce que c'est tu dis, globalement, il y a les états, très aigus avec un risque, soit suicidaire immédiat, hein, que ce soit dépression ou schizophrénie, un risque agressivité, donc auto-agressivité, c'est-à-dire risque suicidaire ou hétéro-agressivité, agressivité contre les autres personnes et là, effectivement, c'est des situations, avec risque d'hospitalisation sous contrainte, parfois contrainte judiciaire. Bon là, les médicaments peuvent être d'un recours précieux pour casser les symptômes, mais après, il y a tout un travail à faire, parce qu'évidemment, ça a cassé l'épisode aigu, mais il reviendra. Et puis, de toute façon, la personne, entre 2 épisodes aigus, elle n'est pas bien, elle n'est pas normale. Donc ça, c'est le point aigu. Deuxièmement, en ce qui concerne les états un peu plus chroniques, disons, là, on a des témoignages certifiques, hein, plusieurs fois, qui expliquent bien que au niveau des antidépresseurs, ils ont pu être arrêtés grâce à une prise en charge axée notamment sur les hormones, sur des carences vitamino-minérales. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'agit juste de prendre de la B1 ou de la B6 et qu'il n'y a plus de dépression. C'est pas du tout ce qu'on a dit quand on prescrit des. Ah, on a une. Attends, viens dire bonjour. Voilà. Un petit Betty. coucou. Qu'on te voit. Allez. Jolie minette. Et donc, pour ceux qui avaient la formation Sequoia, je crois que j'avais eu quelques passages comme ça. Bon, et donc, du coup, effectivement, là, il faut voir la dépression comme une manifestation aussi de ces choses-là. Et donc, c'est une prise en charge, mais de plus longue haleine. Et c'est vrai que pour terminer, quand on dit au médecin, est-ce que je peux arrêter les antidépresseurs, ne serait-ce que peut-être pour des raisons même inconscientes, d'un point de vue médico-légal, on a plutôt envie de dire, ou à l'époque en tout cas, quand on était à l'assistance publique, dire non, n'arrêtez pas. En gros, on ne veut pas prendre la responsabilité. En revanche, quand le patient dit moi, vous êtes bien gentil, mais moi, ce traitement, je l'arrête. Donc, soit je l'arrête d'un coup demain, soit vous m'aidez à l'arrêter. Ah. Donc là, après, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et là, quand on sent que le patient est déterminé à l'arrêter, ce qu'on veut, c'est que ça se passe du mieux possible. Et en fait, mais il y a rien malgré nous, même à l'époque, déjà, on accompagnait les patients pour ça. arrêter de la façon la plus safe, sécure. Ensuite, Valérie. Bonjour docteur, je suis carnivore depuis le 1er juin 2024. J'ai perdu 14 kilos. Retrouvé la ligne de mes 20 ans, j'ai 61 ans. Pleinement heureuse de ne plus être esclave du sucre. C'est chouette. Félicitations. Ah oui, vraiment. Cependant, mes résultats sanguins indiquent des taux alarmants, entre guillimets, de LDL oxydés d'après mon médecin. Faut-il s'inquiéter des LDL oxydés? Alors, c'est bien, on revient en plein cœur, là, du cétogène. 105 dans mon cas, le 4 avril 2025. Est-ce que tu veux qu'on essaye de partager les LDL oxydés, je vais encore faire des miracles. Allez, on va partager ça, je vais voir si j'y arrive. Vous connaissez mes talents d'informaticien. Donc, là, on voit ici, alors c'est pas forcément extrêmement net, il faudrait peut-être zoomer un petit peu. Donc, alors attention, là c'est exceptionnel, c'est le premier live, on ne fera pas des commentaires de bilan comme ça, hein, parce que ça prend déjà énormément de temps, et en plus c'est extrêmement de faire ça parce qu'on est hors contexte, hein, on n'a qu'un bout du bilan, et on a vite fait de raconter vraiment quelque chose de potentiellement faux, hein, donc méfiance. Et simplement, là, bon, à titre exceptionnel, je le fais. Donc, on a un cholestérol total donc, qui a été entouré, c'est pas nous qui avons entouré, ça nous a été transmis comme ça, à un peu plus de 5 grammes par litre, qui est composé d'un LDL alors calculé, ce qui est un peu moins fiable, surtout pour ces valeurs, qui est donc à 4,44 globalement. Voilà, il y a un peu plus de 5 grammes de cholestérol, un peu plus de 4 grammes de LDL comme fréquemment.
La différence étant du HDL qui est ici même relativement bas Ouais. pour une femme à 0,63. Voilà, donc là, moi, ça m'évoque tout de suite une crise énergétique cellulaire telle qu'on les voit avec Florence. Typiquement une thyroïde qui ne fonctionne pas très bien, c'est le cas le plus classique que l'on rencontre. Donc il faut faire vraiment un bilan poussé de ce côté-là. Et donc ce cholestérol qui du coup monte de cette façon-là. C'est pas si classique que la thyroïde fonctionne vraiment bien. Là on sent que ce Alors, cholestérol a du mal à être utilisé. Donc Bioavenir, alors c'est pas une pub pour Bioavenir, hein. Ils font des choses très bien et d'autres très mal. Et donc LDL oxydé, et donc sur LDL oxydé, il faut savoir si c'est vraiment quel est le kit qui a été utilisé. Donc c'est de l'ELISA, ça c'est le nom de la méthode générale, la technique utilisée, mais ça ne donne pas le nom du kit. Et en fonction du kit, c'est fiable ou pas. Alors après, il n'y en a pas 36 sur le marché. Et donc c'est LDL oxydé. Parfois, c'est des anticorps. Normalement, c'est pas CETOLA pour les anticorps, mais comme des fois, ils font des ratios anticorps, on ne sait plus. Et en ELISA, on peut tester des anticorps. Donc, ça change tout. Néanmoins, on a un LDL oxydé qui semble un petit peu élevé au vu de la norme labo. Toutefois, la norme labo, elle est faite en général sur des patients qui sont carnophobes, graissophobes, cholestérophobes, qui ont du coup des taux de LDL de type régime méditerranéen ou médicaments hypolipémiants. Les deux font aussi bien, donc avec pas mal d'huile végétale. Et donc, en fait, on a des LDL oxydés, mais c'est vrai que la quantité absolue peut paraître plus basse, faussement notamment. Donc, les LDL oxydés, c'est un marqueur que moi, j'utilise pas trop. Il peut être intéressant pour le suivi éventuellement, mais pour un diagnostic de façon transversale, c'est pour moi un mauvais marqueur. Par contre, plus intéressant, on a une homocystéine à 11,29, c'est-à-dire à 11,3. Et donc, cette homocystéine devrait être inférieure à 7. C'est la preuve que ça ne fonctionne pas très bien sur la voie B9, très clairement, éventuellement sur la voie B6, mais déjà sur la voie B9, très, très clairement. Ce qui veut dire que si la B9 est dans le quart supérieur de la norme labo, ce n'est pas de la B9 active que vous avez dosée, mais de la B9 végétale, c'est-à-dire de l'acide folique qui, évidemment, ne fonctionne pas chez la majorité des gens. Voilà, donc ça, par contre, c'est plus à risque cardiovasculaire au niveau de l'homocystéine, de mon point de vue, même si elle n'est pas énorme pour du risque cardiovasculaire, plus que le LDL oxydé en soi. Et encore une fois, il faut aller voir la thyroïde derrière, clairement. Voilà, donc je vais essayer de... Alors, la diffusion, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais arrêter le partage. On est bon. J'ai trouvé le moyen de rester sur le live, c'est bon. Il est bientôt 22h30. oui. Bon, alors on va peut-être pas pouvoir continuer trop de questions. Il reste quoi donc, mais attends, parce qu'on a répondu à ces questions. Faut-il s'inquiéter? Oui, donc pour l'homocystéine surtout. Et le LDL. S'inquiéter, je dirais pas s'inquiéter. Il faut aller voir d'où ça vient, tout simplement. Alors là, je suis désolée pour la question d'Eric qu'on avait commencé à voir, mais trop de texte. On avait dit d'essayer de limiter les lignes. Là, il y en a au moins une vingtaine. Donc, prochain voilà. live. Alors, question de Patricia. Quelle toxicité pour les graines germées, les jeunes pousses, les algues? Alors, les graines, tiens, ça va te faire plaisir, ça. Ça m'amuse toujours de voir ce côté oiseau. Moi, je les garde pour mes mésanges l'hiver. Mais bon. Alors, germer, soi-disant, tout va bien, mais ça tombe bien. Germer, il y a quand même des lectines dedans. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il y en a moins. Quand on les fait tremper, il y en a moins. Il semblerait que pour certaines lectines, ce soit exact. Pour d'autres, il semblerait que ce soit moins évident. Et quand on regarde les bilans, on regarde ce dont je vous parlais au début sur l'intestin, on n'est pas vraiment convaincu que ce soit une bonne chose. Donc, germer ou pas, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et dans les jeunes pousses, il y a aussi de l'acide oxalique, il y a de nombreux antinutriments. Je rappelle que la graine, même si elle germe, il y a quand même de nombreux antinutriments. Donc peut-être que le fait que ce soit germé est un peu mieux, mais un peu mieux de quelque chose de franchement pas bien, ça n'en fera pas quelque chose d'acceptable. Attention, biais cognitif, hein. Mieux égale bien. Inconsciemment, j'entends. Donc voilà, pour les jeunes plants. Et il y avait quoi d'autre Les jeunes plants. Et il y avait autre chose, il me semble, une troisième chose. Les algues. Les algues, j'ai pas beaucoup de commentaires sur les algues, je connais pas assez. Je pense que sur la banquise, ça n'avait pas énormément. Je pense qu'en Amérique du Nord, dans les plaines, il n'y en avait pas énormément non plus. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de très cohérent avec notre alimentation. Ça ne veut pas dire que ce soit incompatible. Quand c'est comme ça, je pense que c'est toujours pareil. Surveiller la thyroïde, surveiller l'acide oxalique, surveiller les hormones stéroïdiennes. Je pense que c'est vraiment la base à avoir. La fonction rénale, la fonction hépatique. Bon, et puis ma foi, attention sur dosage en iode parfois, j'en ai vu avec des algues quand même. Alors, pour rester dans les végétaux, comme ça, on fait une question, tu vas pouvoir même repartager l'écran. C'était une question d'Yvon. Je prends habituellement de la silice de chez Biocop dans le cadre d'une lutte contre l'arthrose, arthrite, et surtout dans le cadre de ma lutte contre le doigt à ressaut. Et depuis que j'en prends, je n'ai plus de gêne. Et les ressauts du matin se produisent beaucoup moins en prenant cette silice. Dois-je continuer?
avec la petite composition. Alors, ah oui, il faut que je reparte. Oui, alors là, ça va être compliqué. En plus, on n'y voit pas bien. Oui, on n'y voit pas bien. Donc, je vais plutôt te lire les ingrédients, comme ça. Alors oui, je n'ai pas commenté les triglycérides tout à l'heure, effectivement. Je me suis concentré là sur ce qui était dit. Sur le bilan, je n'ai pas voulu aller plus loin exprès. Donc, il y a une insuline à jeun à 5. En fonction du terrain, peut être légèrement trop. Ça a été fait visiblement sur un siemens. Donc, c'est un petit peu élevé, effectivement. Et des triglycérides à 1,36, ça va avec une insulinorésistance qui est probablement pas majeure, mais qui n'est peut-être pas totalement résolue. Et donc, on voit bien une potentielle implication thyroïdienne. Enfin, c'est à vérifier, mais enfin, ce serait une des possibilités. Pour la silice, alors. Ingrédients, bambou, partie aérienne. Ortie, partie aérienne, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Prêle, renouée de oui, parce qu'en fait, c'est soit partie racine, soit partie aérienne. Pissenlit. Bon, en gros, c'est un cocktail. Brun, semences. Voilà, c'est un cocktail de druides. On peut extraire la silice de différentes façons, et pour ceux qui font du jardinage, il est intéressant d'utiliser de la silice parce que ça a des propriétés antifongiques et bactériostatiques. Donc effectivement, vous avez des plantes de tomates, vous voulez faire sur quelque chose d'un peu naturel, vous pouvez utiliser de la prêle, vous pouvez utiliser tout un tas de choses comme ça, et vous allez pulvériser. Donc si vous mettez un peu de bicard, ça marche encore mieux parce qu'en fait le bicard est plus efficace. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais il ne faut pas en mettre trop, sinon on flingue la plante. Donc en fait, on fait une espèce de décoction pour jardinage à visée antifongique, mais pour le bois. Bon, c'est une autre façon d'utiliser les végétaux. Je suis pas fan de ça. Il y a suffisamment de phytopesticides, c'est-à-dire les pesticides naturels des plantes, dans ces cocktails pour, de mon point de vue, ne pas les recommander. Si vous voulez des minéraux en quantité correcte, premièrement, évitez les antinutriments, on en a déjà parlé. Donc, c'est le contraire de cela. Deuxièmement, consommer effectivement nose to tail, différentes parties. On a vu ça dans les chats, différentes parties de la bête, c'est très intéressant. Du bouillon d'os, bien sûr. Manger des parties collagéniques, rogner les cartilages si vos dents vous le permettent. Voilà. Et donc, c'est tout un tas de choses qui sont très intéressantes. Et les abats, on ne le dira jamais assez. Les minéraux, les vitamines dont vous avez besoin, elles sont en quantité énorme dans les abats, à commencer bien sûr par le foie. Nous, sur les abats, sur une semaine, on est 3, donc 2 adultes, un enfant de 4 ans qui ne laisse pas sa part aux autres. Je prends par semaine 1 kilo de foie de tranché, donc du veau brouteur. En Andorre, c'est comme le bœuf brouteur en France. C'est pas le même veau que la France, donc c'est pour ça que je précise. Ça dépend pas des éleveurs, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir par défaut des bêtes brouteuses, ouais, et qui en plus sont abattues un peu tard, ce qui fait qu'on est entre le petit veau et l'adulte quelque part. Voilà, donc 1 kilo de foie coupé en tranches, un rognon de 500 grammes, et je prends un 3e abat. Donc des fois c'est du cœur, des fois c'est de la queue, des fois c'est de la langue, et en général c'est ce qu'on mange par semaine. Et par moment, quand je fais pas le 3e abat, je suis pas assez satisfaite, je sens qu'on n'en mange pas assez. Tout à fait. Il y a des périodes où on est plus efficace. C'est vrai que ça fait par exemple un petit moment qu'on n'a pas mangé de cœur, on en mange mais de façon trop espacée par rapport à ce qu'on avait fait à une époque. C'est vrai qu'une époque on mangeait vraiment, il y avait 3 abats, hein. Il y avait du rognon et du cœur et du foie. Le foie plusieurs fois dans la semaine, le rognon nous faisait 1 ou 2 repas, le cœur nous faisait 2 repas, ça c'est sûr, voire plus. Bon, on conclut ? Bah oui, on conclut. Bon, il y a encore plein de questions, hein, c'est sûr. On se revoit alors probablement un mois, disons. Ça va dépendre de nos disponibilités et éventuellement d'imprévus liés à notre activité. Et donc, l'idée, c'est 1 fois par mois, mais ça ne pourra pas être de façon stricte comme je faisais sur Sequoia, ou à peu près stricte, ou tel mercredi. Voilà, donc, si vous souhaitez être prévenu un peu en avance, puisqu'on préviendra quand même au moins 1 semaine en avance. Au-delà, c'est pas sûr qu'on le puisse, on fera au mieux. Hein. Sans décaler cette fois-ci. Sans décaler, oui, parce qu'il y aura plus de problème technique normalement. Et bien, vous pouvez donc inscrire votre email sur la page dont vous aurez le lien dans le descriptif, de façon à être informé de cela. Et puis, de même que de la sortie des formations, mais ce n'est pas pour tout de suite, on a encore beaucoup de travail pour les sortir, ce sera probablement pas avant septembre, mais on pourra vous informer là-dessus aussi. Voilà, ces mails, hein, il n'y a que nous qui utilisons ces mails, ils ne sont vendus à personne, hein, je me permets de le rappeler, ce n'est pas des mails envoyés pour des campagnes publicitaires annexes, c'est nous. Hein. Voilà, donc voilà pour ça, et donc on se retrouve dans environ un mois.
Voilà. Et puis, bien sûr, sur les mails, on privilégie les questions posées par mail. Donc là, Oui. il y a plein de questions qui sont passées. On a essayé On a quand fait même tout quand ce qu'on a pu, c'était. mais on est obligé, oui, de faire comme on peut. Donc, les mails, les premiers mails, toujours pareil, hein, les premiers servis, premier arrivé, premier servi, sachant que, attention, les mails trop longs, là, comme ici, on va avoir du mal à les lire. Donc, essayez de faire, je sais que c'est pas facile, mais essayez de Voilà. faire pas plus de 5 lignes pour poser votre question, même si ça n'est pas évident, hein. Et puis, n'hésitez pas à en garder pour les lives suivants, pardon. Voilà. Et puis merci pour vos commentaires Oui, c'est chaleureux, extrêmement vraiment, gentil. ça fait chaud au cœur. Absolument. Donc c'est un format qui est un peu plus facile pour nous, pour publier un peu plus fréquemment des vidéos parce que ça faisait plus de 6 mois qu'on avait été, vraiment inactifs, sur ce plan-là à Bah, cause on a de. traversé des périodes un petit peu Ouais. difficiles pour différentes raisons, notamment des raisons professionnelles, entre autres. Voilà, Allez vite au dodo, voilà. donc bonne nuit à tous. Merci pour vos interactions Voilà. très intéressantes et très positives. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.